Merci aux éditions Amiris pour nous permettre de partager ces moments d'échange et de découverte. C'est vrai que quand on lit le titre du livre Histamine et histaminose, et Mastocyte. mastocyte, n'importe quoi, et mastocyte, j'étais sur histaminose dans la tête. Histamine. On y viendra. Oui, bien sûr. Et mastocyte, c'est vrai qu'on se dit waouh, c'est pas Harry Potter, quoi. Hein, Ah ben, on n'est pas là pour ça. et pourtant, c'est magnifiquement bien écrit. Merci Marie pour ça. Merci beaucoup. C'est didactique, c'est pédagogique, c'est très clair. Et cette façon de ventiler l'ouvrage avec mieux comprendre et pour approfondir, ces deux aspects, moi je l'avais rarement vu dans ce genre d'ouvrage. Et c'est très agréable parce que ça nous permet pour celles et ceux qui sont un petit peu plus calés en la matière, d'approfondir le sujet. Et pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas la chose, ça vulgarise de façon merveilleuse. L'idée, c'était vraiment de faire un résumé facile dans chaque chapitre pour les personnes qui sont moins dans le vocabulaire médical ou qui connaissent pas du tout, hein, notamment les personnes qui sont atteintes de ces pathologies. Et approfondir le sujet, c'était peut-être plus aussi axé sur les professionnels qui découvrent le sujet pour beaucoup, mais qui veulent aller un petit peu plus loin. J'avoue que j'ai appris beaucoup de choses et ça m'a interpellé. Je suis professionnel de santé, certes, mais l'histamine, comme on le disait en off tout à l'heure, l'histamine, c'est tchou, j'ai une allergie au pollen, on va me donner des antihistaminiques qui vont m'abrutir et c'est tout. Voilà, c'était un petit peu l'histoire. Et en fait, j'ai découvert tout un univers de pathologies et de solutions assez méconnues. Alors justement. Allez-y. Non. Et encore, c'est rien. Oui, j'ai dit c'est très très large et encore aujourd'hui l'histamine, on n'a pas toutes les connaissances. Enfin, je dis on, pas moi personnellement, mais les médecins. Hein, toutes les connaissances sont encore à faire parce que surtout, on en parlera après, mais surtout sur certains points en tout cas. Alors peut-être pour commencer, nous évoquer un petit peu votre parcours, même si le parcours du combattant sur pas mal de points et d'aspects, mais il y a toujours un aspect positif qui en ressort, c'est que heureusement, grâce à vous, peut-être que vous ouvrez les yeux sur un certain nombre de pathologies et de solutions aussi, et de pistes. Qu'est-ce qui vous a amené, quel est votre parcours en quelques mots? Alors, ça a commencé après une mononucléose. Donc, la mononucléose, c'est le virus d'Epstein-Barr, en 2016, si je ne me trompe pas, où voilà, j'ai déclenché la mononucléose. Et puis à ce moment-là, je n'ai pas réussi à me remettre, on va dire. Et puis là, j'ai commencé un parcours médical, d'errance médicale. Donc, j'ai réussi encore à travailler à peu près 2-3 ans, mais difficilement, jusqu'à ce que je sois 1 an complètement en arrêt maladie, je veux dire au fond du lit, si on peut dire ça, avec plus de 60, presque 70 symptômes, où je pouvais presque plus me lever du lit. Ça, c'était en 2018. Et donc, j'ai erré de médecin en médecin, donc d'un gastro-entérologue, d'un pneumologue, bon, bien entendu, médecin traitant. Enfin, j'en ai fait une vingtaine, une trentaine, je ne sais même plus. Jusqu'au moment où, voilà, je pensais que j'étais sur la fin. Et puis, de bouche à oreille, à force de taper des portes, d'ouvrir des portes, de voir les uns les autres, je me suis retrouvée en Suisse, parce que j'habite en France, mais à la frontière avec la Suisse. Je suis en Savoie. Et puis là, il y a eu un diagnostic de maladie de Lyme, donc en 2019, où on a enclenché tout de suite les traitements qui étaient quand même très lourds pendant à peu près 1 an et demi. Wow. Et il y avait des choses aussi qui allaient mieux, on va dire, et puis d'autres qui clochaient toujours avec des symptômes qui persistaient, des réactions à beaucoup de facteurs déclencheurs. Je réagissais au soleil, je semblais réagir à beaucoup d'aliments, j'essayais de faire des listes. Je réagissais à beaucoup de médicaments aussi. Et puis, donc, cette médecin en Suisse m'a dit, écoutez, on va essayer quand même, ça me semble quand même une pathologie d'histaminose, de problème d'intolérance à l'histamine. Donc, on a commencé avec des traitements classiques antihistaminiques. Elle m'a mis sous alimentation sans histamine. Et là, les choses ont commencé à s'améliorer encore un peu plus après les traitements de la maladie de Lyme. Et puis, de fil en aiguille, avec la réaction à d'autres facteurs, on en parlera après, bien sûr, elle m'a posé un diagnostic de SAMA, donc de syndrome d'activation mastocytaire. Et je suis retournée en France en médecine interne, mais c'était 4 ans après, où le diagnostic a été définitivement posé. Voilà. Mais pardon, excusez-moi Marie, mais la maladie de Lyme, elle avait jamais été évoquée au préalable, c'est-à-dire avec tous les signes qu'il y avait,
Pourtant, c'est assez consensuel sur ça. On se dit, bah tiens, peut-être que Lyme, et ça vous évoque quelque chose avec une morsure de tic, non, Non. aucun Alors souvenir, j'ai pas de souvenir. c'est ça, Après, ça peut être transmis peut-être par d'autres petites bêtes, ça c'est vrai. peut, c'est plus rare, mais ça peut. Et puis en France, comme dans beaucoup de pays, la maladie, la forme chronique n'est pas reconnue, Mhm. très clairement, voire elle n'existe pas officiellement. Donc c'est vrai que après, ça va être des médecins très ponctuels, en fait, qui vont connaître Lyme et qui vont pouvoir. Et j'ai Mhm. bénéficié aussi de tests qui étaient des tests qui venaient du Canada, qui étaient des tests urinaires et salivaires, qui étaient plus précis parce en France, d'ordre général, les tests sont très peu précis. Donc c'est un petit peu le souci aussi. Même si c'est pas le sujet du jour, mais Non, 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 mais c'est important parce que l'errance médicale que vous avez vécue, j'imagine que d'autres l'ont vécu aussi, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Donc, maladie de Lyme déclarée, traitée, on passe sur une histamine, une allergie ou une intolérance à une l'histamine. intolérance à l'histamine pour finir par un syndrome d'activation mastocytaire qui est un peu C'est plus différent? large. Bah, en fait, l'intolérance à l'histamine est dans le syndrome d'activation mastocytaire. C'est une des choses du SAMA, en fait, hein. On parle de SAMA, on réduit, hein, le mot syndrome d'activation mastocytaire en SAMA. Ouais, entre nous, on peut parler de Voilà, SAMA. voilà. Et puis du coup, c'est vrai que, en étant un peu plus stabilisé, si on peut parler de stabilisé, parce que voilà, une maladie chronique, c'est toujours très compliqué. J'ai vraiment voulu communiquer ce que je savais parce que j'ai passé peut-être 3-4 ans au fond du lit à chercher toutes les informations possibles, imaginables pour essayer d'aller mieux, pour comprendre surtout. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai souhaité, du coup, il y a 2 ans et demi, j'ai créé le site IstaLive qui informe aussi bien les malades que les professionnels sur tout ce qui est en lien avec l'histamine et les mastocytes. Mhm. Avec aussi, j'ai créé des choses sur l'alimentation, des outils pratiques. Et puis, c'est vrai que les gens demandent aussi du livre papier, hein, parce que moi, j'ai beaucoup de numérique, mais on nous demande du livre papier. Et du coup, je pense que j'ai vraiment voulu. Mon but, c'est vraiment de vulgariser ce sujet, donc histamine, mastocyte, de le vulgariser, de le faire comprendre au plus grand nombre, pour que à la fois et les personnes malades puissent comprendre ce qu'elles vivent, Mhm. et à la fois les professionnels les sensibiliser, parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est encore très très peu connu, malheureusement. Voilà. Donc, Oui. d'où l'idée de ce livre. C'est ça. Et on disait aussi au préalable, parce que c'est vrai que quand on entend parler d'histamine, on pense aux allergies. Et vous faites Mhm. la nuance. Je regardais, on parlait tout à l'heure, on évoquait les statistiques mondiales. Je parle des allergies, hein, pas d'histamine. Et on voyait qu'il y a une espèce de flambée. Hein, en l'espace de 30 ans, on est passé de 3,8 à presque 40% de la population qui est allergique. Mhm. J'entends allergie, d'accord, donc Allergie. on est vraiment sur ça. Je ne parle pas des intolérances à l'histamine, peut-être que ça en fait partie. Et donc, il y a une espèce de flambée de cela, Mhm. et c'est vrai qu'on confond un tout petit peu ces pathologies, même si elles sont intriquées. Est-ce que nous ne sommes pas dans le domaine médical, nous sommes expérientiels, donc c'est votre expérience, c'est votre vécu. Mhm. Et encore une fois, quand j'ai vu la bibliographie de votre ouvrage, ça ne ferait pas lire pas mal de médecins, hein, parce que Tant c'est mieux. c'est assez impressionnant d'avoir ce genre de bibliographie. Donc, vous êtes assez informé, hein, de ce que ça représente. Est-ce que euh, Oui, euh, c'est des commentaires très sympas qui vont me faire pleurer presque. je le dis dès maintenant, j'ai les larmes aux yeux, merci. Donc, j'imagine que Alexia a Je- traversé. Oui, je pense qu'il y en a beaucoup, hein. De toute façon, c'est des parcours, la plupart que je rencontre, des parcours d'errance médicale, de toute C'est ça. façon. On en voit hélas beaucoup. La médecine a complètement failli dans une partie de sa mission. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, l'histamine, si on devait expliquer brièvement, encore une fois, sans être Mhm. péremptoire et sans aspect médical, c'est quoi l'histamine? Où ça se trouve? Et quel est le lien entre l'histamine et les mastocytes? Alors, est-ce que je peux déjà peut-être faire juste une petite parenthèse, on va dire, Mais je trop. l'explique dans le livre, mais entre l'allergie et l'intolérance, pour que Mhm. les gens, bon, ceux qui ont lu le livre, parce qu'il y en a déjà qui l'ont acheté, le savent, euh, l'allergie va faire intervenir un mécanisme immunitaire. Mhm. Donc avec des IgE, quand on vous teste, on vous fait une prise de sang, vous allez tester les IgE pour des pollens notamment, par exemple, ça peut être pour d'autres choses.
Donc, l'allergie, c'est très résumé. Hein. Si un médecin m'écoute, il va se dire, oh là là. Mais en résumé, c'est-à-dire que l'allergie intervient sur un mécanisme immunitaire, sur une molécule ou une protéine en particulier, vraiment, précisément. D'accord ? Et dans l'allergie, en principe, sauf cas un peu exceptionnel, vous faites une réaction, par exemple, vous mangez un aliment, boum, vous réagissez. Ou c'est dans les heures qui viennent, mais c'est très rapide. Alors que l'intolérance, c'est encore différent parce que c'est pas forcément une molécule ou une protéine, mais vous allez pouvoir réagir à tout, au soleil, enfin à la chaleur, enfin au froid. Donc il va y avoir plein de choses et ça ne fait pas intervenir le mécanisme immunitaire dans la tolérance. D'où le problème, on va dire, l'allergie, comme c'est immunitaire, on peut le tester, le voir, on fait une prise de sang, des tests dans le dos, des patchs, etc. L'intolérance, comme ce n'est pas immunitaire, on ne peut pas le tester. Donc, c'est vrai que voilà, c'est un petit peu la différence, si on veut résumer, mécanisme immunitaire, et de l'autre côté, bah, c'est plus compliqué. Les réactions avec l'intolérance peuvent arriver des fois 2-3 jours après. Certaines personnes mangent un aliment, ça va même réagir 5 jours après, ça peut. Ouais. C'est toute la différence, effectivement, quand il y a le système immunitaire, c'est les immunoglobulines, GM, qui interviennent. Non, mais il y a pas besoin de préciser. Mais c'est pas ça. Le fait c'est que, effectivement, par exemple, il y a des personnes, on entend, et c'est ce que je comprends de ce que vous me dites là maintenant, ils sont intolérants au lactose. Le lactose, c'est pas une protéine, et comme la protéine, c'est pas une protéine, c'est un sucre. Donc, on peut pas le révéler. Hein, véritablement avec la caséine, la protéine du. Ouais, c'est la caséine. On peut être allergique à la caséine, mais à l'intolérance au lactose, bah, ça se voit pas. Hein, c'est pas différent. Alors peut-être que Alexia, vous allez entendre des choses peut-être ce soir qui vont peut-être vous aider, vous orienter. Alors les laboratoires qui font les tests d'intolérance, il y en a un en France en effet. Par contre, c'est pas reconnu. Alors moi je l'ai fait à l'époque quand je ne savais pas, etc. C'est déjà, ça peut changer dans votre vie. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que les IgE qu'on va tester en laboratoire sur les intolérances vont peut-être être OK, enfin, pas OK une fois, puis un mois après ou un an après vont changer. Et par rapport au, enfin, ce sont pas des mécanismes qui sont reconnus parce qu'on ne sait pas exactement ce qui est testé. Enfin, voilà, d'après les allergologues, en tout cas, et un allergologue avec qui j'ai discuté, que je cite dans le livre, ce sont pas des tests qui sont vraiment fiables pour les intolérances. Donc attention, petit bémol quand même là-dessus. Ouais. Donc il faudrait plutôt un médecin averti, ouvert, on va en parler, peut-être que vous avez des orientations, mais déjà on va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors elle me dit si c'est fiable, je confirme. Alors après, vous pouvez tomber sur un aliment qui va être testé positif, auquel vous réagissez. Après, je mets des pincettes. Voilà, je suis pas médecin. Les médecins ne considèrent pas que c'est des choses qui sont vraiment fiables. Et moi, j'ai fait le test. Il y a des choses que je supporte très bien, qui étaient testées pourtant positives. Donc, voilà, attention. D'accord. Ouais. Ne pas enlever des aliments exprès alors qu'on pourrait les supporter. Voilà, c'est ça le. Oui, il faut respecter aussi la clinique. C'est important de s'écouter, d'entendre un certain nombre de choses, parce qu'à un certain moment, il n'y a que vous qui vous connaissez. Hein, donc, même si j'imagine qu'on vous a traité de folle et que c'était psy et que c'était une dépression, etc. Donc voilà, comme d'habitude. Ça, on a eu beaucoup. Alors, par contre, je précise juste pour la suite, je ne suis pas médecin, bien entendu, comme on l'a dit au début. Donc, c'est plus par rapport à mes connaissances, mon parcours. Mais il n'y a pas d'avis médical. Et voilà. Je suis patiente et pas médecin. Mais avec une bibliographie sévère. Ah ben oui, bon. Bien recherché. Donc, histamine, c'est une. Alors, pardon. Oui. Donc, en fait, avant de parler de l'histamine, on va peut-être parler où est située l'histamine, avec justement les mastocytes. Donc, on parle beaucoup des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes, ça, je crois que tout le monde connaît. Et les mastocytes, en fait, ils sont un petit peu avec tout cela. Ils naissent, si on va simplifier, ils vont naître dans la moelle osseuse, avec les globules rouges et les plaquettes. Et puis, quand ils sont encore adolescents, on va dire, ils vont migrer dans le sang. Et puis, ils vont finir leur vie dans tous les organes. Donc, les tissus et les organes du corps. Donc, partout. Il y a des mastocytes, vous en avez absolument partout. Et on ne peut pas les tester, justement. Pourquoi on ne peut pas les tester comme les globules rouges dans les prises de sang? Parce qu'ils y restent peu. C'est-à-dire qu'en fait, ils passent simplement dans le sang et après, ils se logent dans les organes et ils finissent leur vie là. Donc, les mastocytes, donc si on peut mettre peut-être la première slide, si c'est possible, Frédéric, je vous ai préparé un tout petit chose. Avec un plaisir non dissimulé. La voilà. Donc, le mastocyte, vous voyez à gauche, c'est une cellule. Donc, il y a un noyau, comme toutes les cellules. Alors, ne vous inquiétez pas, je disparais, juste pour laisser plus de place, mais je suis là.
Hein, Et donc, vous voyez, ce qu'il distingue d'autres cellules, c'est qu'en fait, il a des petits granules. Et ces granules, ça va être l'armoire à pharmacie de votre corps. C'est-à-dire qu'il va y avoir des dizaines et des dizaines de substances qu'il va produire. Et quand il s'active, le mastocyte, que vous voyez à droite, quand il y a des anticorps qui vont se fixer sur le mastocyte, ça va l'activer un petit peu comme les boules, les petites boules à neige que vous retournez et la neige qui tombe. Donc, il s'active. Et quand il s'active, ces petits granules vont s'ouvrir et ils vont libérer tous les médiateurs chimiques. Et l'histamine, justement, est un des médiateurs chimiques qui est dans les granules des mastocytes. Après, il y en a plein. Il y a des cytokines pro-inflammatoires et des prostaglandines, etc. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Et en fait, le mastocyte, lui, va intervenir. Ça va être, comme je dis, votre armoire à pharmacie. Donc, dès que vous avez un virus, une bactérie, un allergène qui arrive, il va tout de suite s'enclencher immédiatement et il va libérer toutes ces petites molécules, ces médiateurs chimiques qui vont attaquer les intrus et qui vont les détruire. Donc voilà, c'est pour simplifier, on va dire. Et donc l'histamine est dans le mastocyte. Voilà, c'est une molécule qui est dans le mastocyte. D'accord. Voilà. Donc je pense. Et puis donc l'histamine, par contre, elle est donc libérée par les mastocytes et elle va avoir des tas de fonctions. Donc, comme on le disait au début, tout le monde pense que c'est surtout les allergies, puisque c'est ce qu'il y a de plus commun. Une allergie, on prend un antihistaminique, mais par contre, l'histamine va réguler des dizaines et des dizaines de fonctions dans le corps. Et aujourd'hui, c'est encore trop peu connu, c'est-à-dire qu'on limite beaucoup l'histamine aux allergies, alors qu'en fait, les connaissances vont aller croissant dans les années à venir parce que c'est quelque chose qui vous régule. Par exemple, si vous avez trop d'histamine, vous ne dormez plus. Donc, ça va réguler le sommeil-veille. Ça va aider à la cicatrisation des tissus. Enfin, bon, je ne sais pas si on cite, mais bon, je les ai mis dans le livre. Mais c'est vrai que l'histamine a vraiment des fonctions essentielles dans le corps. Et quand il y a un dérèglement... C'est important de le savoir parce que c'est toutes ces fonctions, parce que ça permet Je peux vous donner, j'avais fait une petite liste pour me dire, est-ce que je vous en donne quelques-unes si ça vous intéresse. Par exemple, l'histamine, alors je lis parce que j'ai fait quelques petites notes pour ne pas les oublier. Par exemple, elle stimule la sécrétion d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Donc l'acide chlorhydrique, c'est ce qui vous permet de digérer, on va dire, de broyer les aliments. Et quand en fait il y a trop d'histamine, il va y avoir trop d'acide chlorhydrique. Donc, c'est ce qui va conduire à une hyperacidité de l'estomac, ce que beaucoup de personnes connaissent, par exemple. Donc, on peut avoir aussi des spasmes intestinaux quand il y a trop d'histamine, parce que l'histamine va réguler notamment l'avancée des aliments dans le tube digestif. D'accord. Quoi vous dire d'autre, par exemple? Bon, l'éveil, le sommeil, ça j'en ai parlé. Donc, trop d'histamine empêche de dormir. Ça fait des nuits blanches, des insomnies. Elle régule aussi l'appétit. L'eau, c'est l'histamine qui va vous donner une sensation de soif. Donc, si vous bloquez l'histamine avec des antihistaminiques, vous n'avez par exemple plus de sensation de soif. Donc, par exemple, je vous donne des exemples. Il y en a tellement que... Non, bien sûr, mais c'est important, Ouais. L'histamine peut aussi moduler la douleur, c'est-à-dire des gens qui ont des problèmes d'histamine, bien souvent vont avoir plus de sensations de douleur. Donc, il y a plein de choses. Ça peut être au niveau respiratoire aussi, c'est-à-dire que l'histamine va entraîner une bronchoconstriction, c'est-à-dire une contraction des bronches, un peu ce qu'on voit dans l'asthme. Donc, quand vous avez trop d'histamine, vous pouvez avoir un peu de difficulté aussi à respirer, ce qui est souvent le cas. Ça gère aussi le rythme cardiaque, par exemple. Donc, trop d'histamine, tachycardie. Voilà, c'est des petites choses qu'on donne, de système hormonal aussi. Ça, on pourra peut-être aussi en reparler parce que les œstrogènes augmentent l'histamine. Donc, ce qui fait qu'il peut y avoir des soucis aussi au niveau du hormonal chez les femmes, essentiellement. Voilà, en tout cas, je sais pas, on va pas citer tout parce qu'il faudrait un livre entier, en tout cas, pour citer tous les rôles de l'histamine. Mais c'est juste simplement, au moins, pour vous montrer que l'histamine va réguler énormément de choses dans le corps. Et le jour où il y a un dysfonctionnement avec l'histamine, en trop en général, tout le système peut être dérégulé. Mais est-ce que vous avez pu, dans vos études, dans tout ce que vous avez pu parcourir, est-ce que vous avez identifié ce qui pourrait générer et commencer à provoquer ces dérèglements des mastocytes et la sécrétion d'histamine?
Alors, il peut y avoir. Alors déjà, on peut peut-être parler éventuellement avant peut-être des pathologies, parce Oui. qu'en fonction des pathologies, oula, ça va être un petit peu différent. Mmh. Éventuellement, oui. Ah oui, oui, je vous écoute, hein. Euh, En fait, les pathologies liées à l'histamine, il va y en avoir plusieurs. Mmh. Donc, il y a des mastocytoses où ça, on va peut-être moins en parler parce que c'est vraiment une maladie rare qui a une composante génétique. Mmh. Donc, c'est encore un petit peu différent parce qu'il y a une prolifération anormale de mastocytes et puis, Mmh. voilà, composante génétique. Par contre, on va être sur deux pathologies extrêmes qui est le SAMA, donc le syndrome d'activation mastocytaire, et l'intolérance à l'histamine, Ouais. qui devient de plus en plus, je ne vais pas dire courante, mais on en rencontre de plus en plus. Et donc, quelles sont les causes en fait? Donc le SAMA, en fait, il se développe bien souvent sur un terrain qui est déjà inflammatoire. Donc souvent, on retrouve des SAMA avec des personnes qui ont d'autres pathologies. Donc ça peut être par exemple la maladie de Lyme, comme dans mon cas. C'est une pathologie qui est inflammatoire sur le long terme et le SAMA va se développer là-dessus sur un terrain chronique inflammatoire. Mais D'accord. il peut y avoir des spondylarthrites, des polyarthrites, des lupus, et, voilà, des tas de pathologies. Et Donc il y c'est a un vrai que lit, il y a un lit inflammatoire, il y a une base inflammatoire et ça c'est ça. vient aggraver la situation. Donc c'est pas c'est de l'œuf ou de la poule, en tout cas, c'est les pathologies inflammatoires qui sont plutôt Mhm. les récipiendaires de cela. D'accord. Voilà. Et puis après, l'intolérance à l'histamine, ça peut avoir différentes causes. Mmh. Donc l'intolérance à l'histamine va être souvent en souci uniquement avec les aliments, bien souvent. Mmh. Alors que le SAMA, on va déclencher avec des tas de facteurs. Donc il y aura les aliments, les médicaments, le soleil, la variation de température, j'avais une petite liste là, le stress, des Mmh. infections. Donc le SAMA, il va y avoir plus d'une quinzaine quasiment de déclencheurs. Mmh. Alors qu'une intolérance à l'histamine, on va être plutôt lié avec les aliments. Et donc l'intolérance à l'histamine, c'est pareil, elle n'arrive pas toute seule. Elle va arriver sur un terrain qui est déjà perturbé, terrain biologique, hein, je parle dans le corps. Mmh. Donc vous pouvez avoir, par exemple, des affections de l'intestin, comme des dysbioses, mais c'est des choses qui sont chroniques, des infections virales, du stress, il y a aussi des problèmes avec les moisissures, les produits environnementaux. Et surtout, l'histamine, vous allez avoir un problème de dégradation dans l'intolérance à l'histamine, c'est-à-dire que le corps ne va plus dégrader suffisamment l'histamine, donc elle va s'accumuler. Et qu'est-ce qui dégrade l'histamine en majorité, en principal? C'est ce qu'on appelle la DAO, la diaminoxydase. Donc cette DAO, elle est là dans le corps, elle est produite naturellement dans le corps et elle va dégrader l'histamine. Et s'il y a un trop d'histamine ou si la DAO est déficiente, eh bien, on a de l'histamine qui s'accumule dans le corps et on arrive alors à une intolérance à l'histamine. Oui, une espèce de Je ne sais pas résistance si à je suis l'insuline. claire ou pas, mais Non, non, c'est parfaitement clair parce que ça me fait penser à la résistance à l'insuline, quoi, d'une certaine façon. bon, il y a C'est tellement de choses à dire que, bon, Non, c'est non, vrai. mais c'est vraiment très clair. Il y a aucun problème. C'est très, très clair. Donc, cette DAO, et j'imagine, se dose. Alors, elle se dose. Donc, la DAO, vous pouvez la tester facilement par prise de sang Mhm. en laboratoire classique. Et voilà. Donc, ça se dose très facilement. Alors que l'histamine, là, pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué Ouais. parce que l'histamine dans le sang reste très peu de temps. Donc, la durée de vie est 2-3 minutes et il va y avoir des augmentations d'histamine ou d'autres marqueurs, mais qui vont se faire vraiment au moment de la crise. Mhm. Donc, du coup, il faudrait être à ce moment-là à l'hôpital et encore, c'est pas toujours. Alors, certains praticiens vont tester l'histamine fécale. Certains disent c'est bien, d'autres disent ça peut être que fécal et pas forcément ailleurs dans le corps. Donc voilà, c'est à nuancer aussi, mais en tout cas, ce sont des choses qui peuvent se faire tester. Ouais, donc, il y a pas d'examen direct sur le dosage de l'histamine, ni dans les urines, ni dans la transpiration, ni dans les larmes, ni dans le sang, ni à Alors part ça, non. Après, il y a l'histamine est convertie dans les urines, donc d'accord. on peut faire des tests au niveau urinaire, mais c'est pareil. Après, ça dépend un petit peu de, enfin, vous pouvez avoir urinaire, mais peut-être moins dans le reste du corps. Donc c'est vrai Mhm. que c'est des choses qui sont assez complexes à diagnostiquer, faut le dire, même le SAMA. Donc la mastocytose dont on a parlé, ça c'est facile, on fait une ponction de la moelle osseuse, on voit, on analyse le gène, ok. Par contre, le SAMA et l'intolérance à l'histamine, aujourd'hui, ça va reposer sur des critères, on va dire, diagnostiques. Ouais. Je les ai mis quelque part là pour pas en oublier.
Par exemple, un SAMA, il faudra réunir plusieurs critères pour un diagnostic. Des épisodes récurrents de symptômes, ça va être une amélioration de l'état avec la prise de traitement, justement. Donc très clinique. Ouais, voilà, ça va être des résultats cliniques, on va dire. Éventuellement une amélioration sous alimentation pauvre en histamine, en l'absence de facteurs déclencheurs aussi. Donc, ça va être un faisceau, on va dire, de critères qui vont pouvoir poser le diagnostic. Et surtout, les médecins vont d'abord s'attacher à éliminer d'autres pathologies. Donc, Avant de penser à ça. Bah, c'est ça. Donc, en fait, comme c'est souvent lié à d'autres maladies inflammatoires auto-immunes, il y a déjà des recherches qui sont faites avant sur ça. Et après, l'intolérance à l'histamine, ça va être un petit peu aussi la même chose. Ça va être amélioration de l'état sous alimentation sans histamine, sous antihistaminique ou d'autres molécules comme le chromoglycate de sodium, par exemple. Et puis, test de la DAO, éventuellement ce qu'on disait, l'histamine dans les selles. Donc, pareil, c'est un faisceau de critères qui sont réunis, ou plusieurs sont réunis pour pouvoir dire que, voilà. Oui, et en fait, si j'entends bien, c'est pas parce que la DAO est normale que le niveau d'histamine n'est pas élevé. C'est ça. Alors, il peut y avoir les deux. Soit, alors c'était mon cas, hein, le niveau d'histamine est très élevé, la DAO est très basse, donc là vous êtes au total, mais ça peut être qu'un des deux aussi. Donc ça vaut le coup dans ces cas-là au moins de tester ça. C'est un bon critère. Voilà, alors après, toujours à faire avec des praticiens. Alors les médecins vont être plus sur le SAMA, il y a des médecins qui vont être spécialisés, peu, il y en a, mais ça va être l'ordre du médecin. L'intolérance à l'histamine, au jour d'aujourd'hui, à part des médecins très ponctuels, parce qu'ils ont eu affaire à ça avant, il y en a très peu qui connaissent, et ça sera plus de l'ordre d'un praticien de santé, style micronutritionniste, par exemple. Voilà. Et encore certains, hein, peu, parce que peu connaissent. Non, c'est ce que j'entends effectivement, c'est que c'est assez rare de trouver le praticien qui entende ça et qui prenne cette orientation. Et par défaut, ne le connaissant pas, il va pas l'emprunter. C'est ça. Et l'histamine, en plus, c'est un sujet tellement complexe où il y a tellement de connexions et de choses différentes qu'en fait, beaucoup de médecins ou de praticiens sont découragés. Enfin, je trouve, hein, parce que le sujet est très, très compliqué. Et puis, c'est vrai que c'est des patients qui sont multipathologies, hein, systématiquement, que ce soit un SAMA ou une intolérance à l'histamine, c'est jamais tout seul. Et donc, il faut traiter toutes ces pathologies. Souvent, c'est sur une errance médicale de plusieurs années où le corps s'est déjà dégradé avec beaucoup de carences aussi, des dysbioses, des candidoses. Donc, on est des cas pas faciles. C'est ça, et en plus, ça va être faussé sur la clinique, c'est-à-dire, bah oui, tu as mal au ventre, tu as mal à ceci, tu as mal à cela, donc on va essayer de se focaliser sur les symptômes un par un, et au lieu d'avoir cette transversalité. C'est exactement ça, je m'étais noté pour vous en parler, c'est que ce n'est pas pris de façon holistique, hein. Quand on dit holistique, c'est de façon générale. Alors, pour vous donner un exemple, je me suis noté 2 exemples. Vous prenez un aliment, vous réagissez, vous allez avoir de la tachycardie, du brouillard mental et des problèmes urinaires avec un aliment. C'est possible, d'accord? Donc, qu'est-ce que va faire le médecin traitant? Il va vous envoyer chez le cardiologue pour la tachycardie, chez le neurologue pour le brouillard mental et chez l'urologue pour le problème urinaire. Allez, vas-y, Sauf que chacun va chercher dans sa discipline. L'aliment ne lui viendra jamais à l'idée, puisque l'aliment, ça va être plus de l'ordre du gastro-entérologue. Donc, on revient avec des patients qui ont dit désolé, vous n'avez rien, puisqu'en général, les biologies classiques de prise de sang, d'examen, scanner, etc., IRM ne donnent rien. Donc, on va tourner en rond. Et une autre chose que je voulais vous dire, par exemple, vous allez réagir aux odeurs. Parce que ça, c'est très commun aussi, c'est un facteur déclencheur dans les syndromes d'activation musculaire, les odeurs, notamment chimiques. Et vous allez avoir des diarrhées avec les odeurs. Donc ça, c'est une réaction. Donc, qu'est-ce que va faire le médecin traitant? Vous envoie chez le gastro-entérologue, parce que forcément, vous avez des diarrhées, alors qu'elles sont dues aux odeurs chimiques. Donc, pareil, on va... C'était le cas de Anne, qui a cité justement les odeurs. Ah, peut-être, oui, ouais. Effectivement, ouais. Donc, on va tourner en rond des fois pendant des années où les patients, les malades vont se retrouver parfois en errance médicale, justement, vont finir par avoir bien souvent un diagnostic psychologique, hein, parce que j'en vois à travers mon site InstaLive tous les gens qui m'écrivent, déjà mon cas, et tous les gens qui m'écrivent, les ateliers. Voilà, on finit par un diagnostic psychologique
vous n'avez rien, madame, monsieur, écoutez, allez voir votre psychologue, votre psychiatre, prenez des antidépresseurs et puis ça ira mieux. Sauf que les antidépresseurs, bien souvent, sont libérateurs d'histamine ou bloqueurs de DAO. Ça arrive sur certains antidépresseurs. Donc, on va aggraver la pathologie et on s'en sort plus. C'est ça. Voilà. Je me suis permis de mettre sur le chat. Ah, c'est gentil, d'accord. Comme ça, il y a un maximum d'informations. Donc là c'est comme d'habitude, toujours on saute sur le symptôme et à la limite, on n'entend pas le patient dire, mais c'est plutôt ça ma question, est-ce que le patient sait dire à ce moment-là, c'est depuis que je mange, je sais pas quoi, que j'ai ça, c'est ça. Parce que alors, il n'y a pas que les aliments, on est d'accord. Hein. Sur l'intolérance à l'histamine, oui. Au début, c'est très compliqué parce que, comme je disais, on est sur des personnes qui sont sur des errances de plusieurs années, parfois plusieurs mois, plusieurs années, où le corps s'est dégradé à un point où il y a d'autres pathologies comme la dysbiose, la candidose. Et du coup, on n'arrive plus, il y a tellement de symptômes à un moment donné qu'on n'arrive plus à distinguer ce qui nous fait réagir. Ouais. C'est mon cas, hein, parce qu'on est tellement mal, quand on a 60, 70 symptômes, ou même moins, mais on ne sait plus, en fait. On est au fond du lit, on ne se rend même plus compte. Alors, des fois, on arrive à comprendre, surtout quand les symptômes arrivent avec 3-4 jours de retard, ou même 24 heures. Oui, c'est impossible. C'est très difficile à comprendre. Donc, au début, pour démêler tout ça, honnêtement, c'est difficile. Après, avec le temps, on connaît son corps. Quand on comprend sa maladie, c'est mieux. Oui, j'imagine comme Alexia ils ont dû vous aussi, on a dû vous fourguer, mettre dans le grand tiroir de la fibromyalgie et rouler. Ah, j'ai pas entendu celle-là, j'en ai eu d'autres, mais. Ah non, les autres. Parce que ça c'est comme avant c'était la spasmophilie, maintenant c'est la fibromyalgie. Demain, on ne sait pas ce que ce sera encore comme grand tiroir pour éviter de soigner et d'avoir cette médecine intégrative et de voir le patient dans sa globalité, ce qui est compliqué. Le gros souci, c'est qu'il n'y a pas de test fiable. Ça. Un test, on diagnostique. Ça, c'est aussi déjà le problème. Donc, je peux comprendre aussi qu'on tourne du côté des médecins. Et puis, c'est un sujet qui n'est pas connu. Donc, il y a très peu de médecins qui connaissent le SAMA, très peu qui connaissent l'intolérance à l'histamine. Donc, voilà, c'est. Il y a des centres hospitaliers qui sont un petit peu spécialisés ou bien qui évoluent. Alors, l'intolérance à l'histamine, pas du tout. Et pourtant, là, j'étais en contact avec un allergologue, le docteur Habib Chaban, qui lui a envie, qui est médecin, hein, qui connaît, qui a envie de faire progresser les choses, mais il se heurte des fois à des murs, hein, mais bon, il avance. Et pour les SAMA, alors en France, on a ce qu'on appelle les cérémastes, des centres de référence des mastocytoses. Il y en a quelques-uns en France, mais qui sont complètement débordés. Donc, c'est pas évident. Et dans les autres pays, je n'ai pas le droit de citer le nom de médecin. Il y en a une très connue en Belgique. Pourquoi vous n'avez pas le droit ? En France, on n'a pas le droit. C'est docteur Wetchoko qui connaît bien l'histamine, qui est en Belgique. Et après, ça va être des fois au cas par cas. Ça va être un hématologue qui va connaître parce que il a déjà eu un patient, parce que voilà, c'est je vois pas très aléatoire. Je ne vois pas pourquoi vous n'auriez pas le droit de dire que vous avez rencontré le docteur Wetchoko et que. Ah oui, non, pour ça, oui. Après, donner des références de médecins aux gens, c'est vrai que c'est pas de la publicité, c'est juste dire que dans votre parcours et dans le livre, de toute manière, vous la faites parler. Hein, donc, elle est présente. Donc, c'est quelqu'un oui, tout à fait. qui vous a fait avancer. Donc, voilà. Disons qu'aujourd'hui, je considère que c'est celle qui a la plus grosse connaissance sur l'histamine en Europe. En tout cas, au niveau francophone, même ça va même au-delà de l'Europe, mais. Donc, sur comment dire, le développement de l'histoire, on a aussi bien le problème du mastocyte qui va sécréter que aussi les récepteurs, les mastocytes qui vont peut-être être saturés, qui vont faire que l'histamine, n'importe quoi, l'histamine va rester en circulation et donc va créer. C'est ça. Et comme vous l'avez expliqué au début, l'histamine elle est pratiquement partout dans le corps. Donc c'est pour ça qu'elle peut. Ça me fait penser aussi au Covid, mais on va pas en parler, mais ça fait pas un petit peu cette histoire de manifestation complètement incontrôlable
de l'histamine, c'est-à-dire comme elle va aller un petit peu partout, elle peut manifester des faiblesses de l'individu. C'est pour ça que ça va mettre en exergue tel ou tel. Si vous voulez peut-être mettre la slide 5, on va montrer un petit peu toutes les sphères, enfin c'est encore que c'est non exhaustif, qui peuvent être touchées au niveau des signes cliniques éventuellement. Attends, je vais voir. J'ai l'impression que ça n'a pas chargé. Hop, ça n'a pas chargé. Oh, tiens, c'est bizarre ça. Ma présentation n'a pas chargé. Alors attendez, je vais trouver une autre solution à la seconde. Il faut que je trouve. Donc, peut-être le temps que je charge le truc, d'expliquer. Ouais. Donc l'histamine va se fixer sur des récepteurs. Donc, quand elle sort, elle se fixe sur un récepteur. Et il y en a 4 types, en fait, dans le corps. Il y a les H1, H2, H3, H4. Donc aujourd'hui, les H1, c'est ceux qui sont les plus connus quand vous avez une allergie au pollen, etc., le rhume des foins. C'est les récepteurs H1. Donc on va donner de la desloratadine, de la loratadine, de la bilastine, tous ces antihistaminiques que vous connaissez certainement. Donc ça va agir sur ces récepteurs-là. Par contre, il y a les autres récepteurs qui sont moins connus et peut-être moins utilisés. Le récepteur H2, il va être essentiellement au niveau digestif. Donc, par exemple, la famotidine, c'est un antihistaminique H2 qui va agir plus au niveau digestif. Donc ça, c'est les H1 et les H2 sont aujourd'hui globalement connus de la médecine. Par contre, les H3 et les H4, c'est un petit peu différent. Donc le H3 va se situer essentiellement au niveau du cerveau. Et aujourd'hui, les études sont encore en cours et on commence de plus en plus à s'y intéresser. Tout ce qui est neuroinflammation, notamment, l'histamine va jouer un rôle au niveau des récepteurs H3. Ce que beaucoup connaissent d'ailleurs, neuroinflammation, brouillard mental, migraine, etc. Et ensuite, les récepteurs H4, alors ceux-là, c'est les moins connus, où la médecine a encore le moins progressé et pour lesquels il y aura certainement des avancées majeures dans les années à venir. Eux, ils sont au niveau de l'immunité et ils gèrent l'immunité et l'inflammation. Mais ceux-là, il y a encore peu de recherches, mais ça avance. Bon, voilà. Voilà. On ne voit pas tout, le bas peut-être du slide. Voilà. Ah, voilà. Donc, c'est ce que je disais, un récepteur H1, hypersensibilité immédiate, les allergies et intolérances classiques. Récepteur H2, alors, il n'y a pas que le digestif, mais on va dire qu'ils sont principalement dans le digestif. Les H3 au niveau des neurones, dans le cerveau, et les H4, c'est surtout l'immunité. Donc ça, c'est bien identifié et ça permet d'avancer. C'est ça, tout à fait. Et donc, on donne en fait, alors, on a surtout les antihistaminiques H1 et H2 qui existent. Les H3, ça va être plus traité de mémoire pour la narcolepsie, des choses comme ça, pour l'instant. C'est pas étendu pour nos pathologies. Donc, ça permet déjà de cibler au niveau de ça. Et puis après, c'est la médecine qui va devoir faire des avancées, et je l'espère, de connaissances sur les récepteurs, notamment H3 et H4. Et donc là, vous parliez ça c'est français, ça a été trouvé comment comment ça a été identifié, ça on le sait? Par quelle Alors ça, joker. D'accord, après c'est pas bien. Non, parce que comme vous parliez du docteur Bochoko, peut-être que c'était. Elle fait beaucoup de recherches en ce moment sur les récepteurs H3. Tout ce qui est au niveau du cerveau. Et on sait même, par exemple, que l'histamine va intervenir, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, il va y avoir un déficit d'histamine au niveau du cerveau. D'accord. Ça a été montré. Pareil, il y a un dérèglement d'histamine dans les maladies de Parkinson, dans la schizophrénie. Ça aussi, c'est des choses qui sont connues, mais pas forcément poussées trop, on va dire. Donc l'histamine va quand même jouer un rôle dans ce type de pathologie aussi. Dans les troubles autistiques aussi, tout ce qui est TSA, troubles du spectre autistique, dans les TDAH, troubles de l'attention avec hyperactivité. Donc on va être aussi, alors c'est pas que l'histamine qui va jouer et qui va faire tout ça, mais en tout cas on constate des dérèglements d'histamine dans ces types de pathologies, ou ces troubles, parce que il peut y avoir des troubles et pas forcément des pathologies. Oui, je regardais, vous parliez du docteur. Oui, c'est ce qu'elle a fait sur les récepteurs H3, tout à fait. Voilà, c'est toute cette page qui est absolument passionnante aussi, de comprendre comment elle a
comment les recherches avancent et comment ce que vous décrivez. Alors elle a fait une formation complète pour des praticiens sur juste de plusieurs semaines, je crois, sur les récepteurs H3, enfin sur le cerveau plutôt, hein, l'histamine dans le cerveau, pas que les récepteurs, mais l'histamine dans le cerveau, parce que c'est un monde, on pourrait faire 10 tomes de livres avec juste ça, je pense. Hein. Et donc, elle explique après, juste à la suite, vous expliquez justement ce qu'est la dégradation de l'histamine avec la DAO, et c'est toute l'importance. J'essaye de retrouver, de suivre le chemin de l'histamine pour bien comprendre qu'à tous les étages, ça peut être délétère, aussi bien au niveau de sa fabrication que sa dégradation, et qu'à chaque instant, ça peut être délétère, et donc manifester des signes bien particuliers et variés. C'est toute la complexité. Ah oui, alors donc voilà, si vous aviez la slide 5, comme ça on remontre un petit peu éventuellement toutes les sphères qui peuvent... De toute façon, tout peut être touché, donc c'est pas très compliqué. La voilà. Est-ce qu'elle vous plaît? Ah voilà. Donc vous voyez, ça peut toucher la sphère neurologique, donc cerveau, ça peut toucher tout ce qui est pulmonaire ORL, cardiovasculaire bien entendu, cutané, alors j'en ai pas assez parlé peut-être justement le cutané, parce que ça commence souvent comme ça, hein. Les gens font, quand on fait des rougeurs sur la peau, les gens font des flushs, souvent aussi dans ces pathologies, de l'urticaire, donc ça il y a souvent aussi. Bon, bien entendu tout ce qui est digestif, ça on y est beaucoup, urogénital, et si vous voulez descendre aussi un petit peu... J'arrive. C'est pas ça. Attendez. J'ai perdu ma slide. La voilà. C'est tout ce qui est musculo-squelettique, donc après, ça peut entraîner aussi des douleurs. Hein, énormément de personnes ont beaucoup de douleurs articulaires, musculaires, osseuses. Alors les tendinites, parce que trop d'histamine va fragiliser les tendons. Et donc, on va être sur des personnes qui vont faire des tendinites à répétition aussi, par exemple. Et l'ostéoporose, donc on a parfois des gens qui ont un SAMA qui est associé avec une ostéoporose souvent sévère et des fois très jeune. Donc il y a notamment un témoignage dans le livre de Matteo qui lui a un SAMA en plus d'autres troubles avec une ostéoporose sévère à 25 ans, par exemple. Oui, ouais. Incroyable. Et c'est un homme en plus. Ah oui, oui. Ouais. Mathéo, oui. Oui. Ouais. Donc oui, c'est d'autant plus. Et chez lui, on l'a identifié comme un problème à l'histamine. Problème à l'histamine, c'est-à-dire que quand vous avez un syndrome d'activation mastocytaire, c'est histamine et mastocyte, hein, ça va vraiment ensemble plutôt que l'intolérance à l'histamine. Quand vous êtes suivi pour un SAMA, vous avez des prises de sang 3-4 fois à l'année pour tester quand même le calcium, etc. Parce qu'il peut y avoir des risques justement de tomber vers une ostéoporose. D'accord. Comme d'autres choses, hein, les problèmes de thyroïde vont avec aussi, hein, puisqu'il y a des mastocytes dans la thyroïde, donc ça joue aussi de toute façon. De toute façon, tous les organes, donc ça dépend de chaque personne. Ça se croise. Donc une personne ne va pas forcément avoir tous ces symptômes. En tout cas, je l'espère pas. Bon, moi, ça a été un peu mon cas quand même pour beaucoup. Et c'est vrai que souvent, on a des sphères qui sont plus touchées que d'autres. Par exemple, une personne va être plus touchée par les troubles neurologiques et par exemple cardiovasculaires et ne va pas avoir de problème digestif. Ça peut. Donc voilà, ça va être... chaque personne aussi est différente et c'est ça aussi qui déroute, on va dire, les praticiens, les médecins, c'est qu'on a des multi-symptômes et que c'est très difficile de démêler les choses. Oui, et en plus, chaque tableau peut faire penser à une hypothyroïdie, à un diabète, à ceci, à cela, à un syndrome surrénalien, à des défauts de neuromédiateurs. C'est terrible. Donc Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que souvent, déjà les médecins, quand vous avez la chance de tomber sur un médecin qui connaît un petit peu le mastocyte, ce qui n'est pas toujours gagné, mais quand vous avez la chance, il va faire un diagnostic d'élimination aussi d'autres maladies, c'est-à-dire que les anticorps de tout un tas de maladies auto-immunes vont être testés, ou le praticien de santé pour lequel vous allez peut-être venir pour une intolérance à l'histamine, il va vous demander peut-être de faire le test d'une dysbiose, voilà. Donc il y a quand même, faut vraiment éliminer d'autres choses aussi, c'est très important. Oui, donc c'est par défaut, c'est par élimination qu'on arrive à aboutir au mastocyte et à l'histamine. On peut, oui. Alors après, on peut vite savoir parce que je rencontre des gens qui viennent vers moi ou des gens autour de moi même, des amis ou des connaissances. Ah ben tiens, mon fils, il n'est pas bien depuis 2 ans.
il supporte plus la tomate, il supporte plus les noix, il supporte plus l'alcool, les agrumes, les fromages fondus. Et puis à chaque fois qu'il en mange, il est hyper malade pendant 3 jours. Donc, alors je ne suis pas médecin, je ne fais pas de diagnostic, mais j'oriente quand même en disant il y a peut-être une intolérance à l'histamine derrière, par exemple, parce que c'est assez caractéristique. Et en plus, ce qui est d'autant plus troublant, c'est que quand on commence, et vous me dites si je me trompe, mais quand on commence à être intolérant ou allergique, enfin intolérant à une chose, puis une deuxième, puis une troisième, et on a un phénomène cumulatif qui fait que les personnes ne peuvent plus pratiquement plus rien manger parce elles ne supportent plus rien. Comme si le système était complètement usé et n'arrivait plus du tout à accepter même les choses les plus anodines. Disons, quand vous commencez, c'est exactement ça, quand vous commencez à avoir une intolérance à quelque chose, mais vous pouvez continuer à vivre sans trop de symptômes, et qu'est-ce qui se passe? Le corps va commencer petit à petit à s'inflammer, mais tout doucement. Ça peut être sur plusieurs mois, voire des fois plusieurs années. Et donc, vous commencez, le microbiote intestinal va être tout doucement impacté petit à petit. Et puis d'abord, vous allez enlever un aliment, puis 2 mois après, un autre. Et vous retrouvez au bout de 3 ans, vous avez déjà enlevé 20 aliments. Et puis vous dites, je peux continuer à travailler, c'est pas très grave, j'ai quelques symptômes. Et en fait, on va entretenir le terrain inflammatoire. Donc, le plus on entretient le terrain inflammatoire sur plusieurs mois, et parfois chez certaines personnes, j'ai même vu des personnes qui me contactaient, c'était sur 10, 15, 20 ans, et qui arrivent à un moment donné, plus on entretient le terrain inflammatoire, plus avec le temps on devient intolérant. Voilà, à plein de choses. Donc ça veut dire que quand même, est-ce que la CRP, donc cet indicateur de l'inflammation, reste dans l'analyse de sang, reste élevé? Vous en avez connaissance ou pas? Alors non, pas forcément. Non, pas forcément. Non, parce que moi j'ai eu beaucoup de prises de sang, à un moment donné, les CRP, ils étaient normaux. Ah oui. Ah oui, donc Ah, voilà, et puis chaque tableau, je dis chaque tableau clinique, chaque personne va être différente, et c'est ça qui est complexe aussi. Mais il y a des solutions, on peut trouver. On va y venir. On est d'accord. On dresse le tableau le plus large. Oui, je ne veux pas déprimer tout le monde, mais c'est vrai que. Allez, bonne soirée, à bientôt. Merci. C'est d'avoir assisté. Mais c'est vrai qu'on arrive, moi j'ai vu dans des personnes, dans les ateliers que j'anime, etc., j'ai vu des personnes qui ne mangeaient plus que 3-4 aliments, mais qui étaient depuis 10 ans, ça s'est dégradé. Ils vont chez un médecin, ils ont fait plein de médecins, comme les médecins ne connaissent pas l'histamine, l'intolérance à l'histamine, pardon, du coup ça se dégrade de plus en plus. Et donc on en a vu 2, 3 personnes voilà, qui mangent du poulet, du riz. Mais ils doivent se carencer en plus monstrueusement. C'est ça. Ouais, des carences et le lit se creuse et les autres manifestations apparaissent. Alexia qui nous dit, moi j'ai presque tout. Donc, ah oui, ça m'étonne pas. Ça peut. J'espère que vous allez, à l'issue de ce webinaire, peut-être, je sais qu'apparemment vous avez déjà cherché un certain nombre de choses, vous avez de grandes connaissances là-dessus, mais peut-être que Barry pourra vous éclairer sur ça. Non, mais pas sans faire de diagnostic, mais ah oui, non, mais d'accord. Aller voir en Belgique, aller voir en Suisse, aller voir peut-être telle ou telle personne sans aucune garantie, évidemment. Mais j'ai des références sur mon site, alors pas de médecins, mais de micronutritionnistes qui connaissent bien l'histamine, qui ont en plus maintenant cette année été formés, enfin l'année dernière par le docteur Wetchoko. Donc ils sont sur mon site. J'ai une page praticien. D'ailleurs, vous la trouvez sur la page d'accueil, qui peut vous aider. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de miracle. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de gélule miracle. Ça n'existe pas. Surtout sur des terrains qui ont été inflammés depuis un certain temps. Mais après, il faut de la patience. Et puis aussi les carences. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'on est sur des... vous pouvez descendre. Vous cherchez quoi? La page des praticiens? Oui, enfin non, je montre un petit peu le site pour pouvoir... Oui, c'est à gauche, là. Les gens ont accès direct sur la première icône, au cas où. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de carences. C'est-à-dire, dans mon cas, j'avais des carences en fer, en vitamine B12, en zinc, en vitamine D. Enfin, c'est multiple. Et toutes ces carences participent aussi. Par exemple, un exemple que je donne dans le livre, c'est-à-dire que si vous êtes carencé en vitamine D, alors une partie de la population en hiver est carencée en vitamine D, c'est pas catastrophique pour la population classique, on va dire. Bien sûr, bien sûr. Mais par exemple, les mastocytes, c'est prouvé qu'ils s'activent
dans un environnement carencé en vitamine D, par exemple. Donc, si vous êtes carencé en vitamine D, vos mastocytes vont encore plus s'activer, vont encore plus libérer de l'histamine, vont encore plus libérer des médiateurs inflammatoires. Donc, rien que ça, et je ne vous parle pas après de tout le reste. Donc, voilà, il faut combler ces carences aussi, c'est très important. On l'oublie souvent, on se dit, oh, bah, j'ai plus de fer, j'ai plus de vitamine D, bon, c'est pas grave, ça va passer, mais ça joue beaucoup. Et quand on voit l'impact de la vitamine D sur le reste du corps, qui est de moins en moins une vitamine et de plus en plus une hormone, hein, comme le disent les médecins, l'impact est assez fort. Et Delphine qui ajoute, c'est grâce à ses références, Marie, que j'ai pu trouver une naturopathe d'abord, puis le docteur W. Oui, Choco. Qui a posé le diagnostic. Et allez-vous mieux, Delphine? Vous êtes sur le bon chemin? C'est intéressant de nous dire. Vous la connaissez, Delphine, Marie? Elle est abonnée à mon site. D'accord. Donc, après, je ne connais pas personnellement, mais elle me suit. Elle a participé à vos ateliers ou autre comme ça, donc c'est voilà. Delphine serait de nous dire si vous avez. Je ne connais pas le parcours de tout le monde, mais c'est vrai que j'ai régulièrement des gens qui m'écrivent. J'ai toujours beaucoup de tristesse et de peine et de voir tous ces gens qui sont en errance, qui sont arrivés à un point, ils ont vu énormément de médecins qui n'ont rien pu faire parce que, comme je disais, l'intolérance à l'histamine, le SAMA, c'est pas connu. Et on arrive sur... Voilà, j'ai beaucoup de peine souvent. Bon, moi, j'y suis passée aussi par là, hein, mais de voir tant de personnes dans ces cas-là, c'est pour ça que j'ai voulu faire le livre, c'est pour ça que j'ai voulu créer le site, pour dire, mieux on connaît sa maladie, mieux on peut agir dessus aussi. Je sais, voilà, moi je connais mon alimentation, alors ça fait pas tout, mais j'arrive à contrôler à peu près l'alimentation. Ça m'a enlevé énormément de symptômes. Donc, si je peux aider les autres à connaître au moins leur maladie et à comprendre ce qu'ils vivent, je crois que c'est le principal. Et les professionnels aussi à sensibiliser, c'est très important. Ah oui, parce que moi, c'est vrai que personnellement, ma femme est nutritionniste aussi, et en discutant, elle me dit, ça, je connaissais pas, ça, je connaissais pas. Et c'est vraiment passionnant de voir encore d'autres pistes pour aider nos patients. Delphine qui dit, oui, c'est compliqué, je galère avec ma thyroïde en ce moment. J'imagine que, comme vous expliquiez tout à l'heure, il y a tellement d'usure des réactions, des compensations, que certains organes faiblissent et ont du mal à reprendre le dessus. Puis l'un entraîne l'autre, on ne sait jamais qui commence, etc. Mais par exemple, bon, ça a été mon cas en début d'année, une hyperthyroïdie, donc vous avez une production, la TSH descend à 0, mais vous avez une production énorme de T3 et de T4, hein, c'est les marqueurs de la thyroïde, et en fait, les T3 vont activer les mastocytes. Donc, voilà, si vous avez un SAMA qui est stabilisé, mais vous avez une hyperthyroïdie qui se déclenche pour X raisons, votre SAMA va être relancé parce que les mastocytes sont hyperactivés. Donc, tout est lié, en fait. Donc, et vraiment, Delphine qui dit, vraiment, pour moi, vous êtes un refuge. Quand je me pose des questions, je fonce sur votre site. Ah c'est sympa, ça fait plaisir. C'est vrai que les gens me motivent toujours parce qu'ils pensent toujours aussi que c'est moi qui les aide. Mais c'est vrai que tous les messages que je reçois, etc., au final, c'est eux qui m'aident beaucoup et qui encouragent aussi à continuer parce que les moments ne sont pas toujours non plus faciles. Hein. On sent l'émotion quand même, Marie. Hein, oui, mais ça me fait plaisir quand je dis tout ça. C'est vraiment chouette. Et c'est vrai que le livre, en fait, je l'ai voulu donner un panorama vraiment global sur ce qui existe. Alors, j'ai pas fait un livre juste sur le rôle de l'histamine parce que ça peut être un peu pompeux, pas juste sur les récepteurs. Je laisse ça aux médecins beaucoup plus compétents. Mais j'ai voulu vraiment donner un panorama sur tout ce qui peut jouer dans ces pathologies, tout ce qui peut être lié, notamment les états dépressifs. Peut-être on peut en parler après parce que ça concerne beaucoup de personnes. Et c'est pas dans la tête, parce qu'il y a un mécanisme biologique derrière qui agit. Et voilà. Donc le livre était pour moi aussi important pour montrer aux gens qui ne sont pas seuls et aux professionnels qui peuvent aider aussi leurs patients, même s'ils ne connaissent pas. Je trouve que c'est très important. Oui, c'est bien de suivre un chemin, d'avoir au moins une piste en disant, mais tiens, peut-être que. Et auquel cas, à nous aussi, professionnels de santé, de bouger un petit peu nos fesses et d'aller chercher les bonnes informations quand il y a tous ces signes. Donc, c'est important. Là, je regardais sur l'ouvrage, effectivement, il y a le système nerveux que vous évoquez, le système cardiovasculaire, les hormones.
peut-être sans aspect médical évidemment, mais juste redonner pourquoi il y a un tel impact de l'histamine et des mastocytes sur le système hormonal. Encore. Bah, tout est lié. Alors, je suis pas la spécialiste du système hormonal. J'avais fait une grosse vidéo avec Dr Wetchoko qui explique très bien d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. On avait fait 1 heure juste sur le système hormonal féminin d'ailleurs. Voilà, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure en résumé sur une chose que je connais vraiment, c'est que l'histamine va stimuler la production d'œstrogènes et les œstrogènes vont stimuler la production d'histamine. Donc les œstrogènes chez les femmes, vous allez en avoir ils vont augmenter quand il y a l'ovulation et un petit peu avant les règles. Et puis c'est aussi les phénomènes d'augmentation d'œstrogènes à la préménopause et à la ménopause. Donc quand il y a une augmentation d'œstrogènes, ils vont indirectement stimuler la production d'histamine. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui vont avoir des symptômes accrus, aussi bien dans un SAMA que dans une intolérance à l'histamine, au moment de l'ovulation, des règles, et surtout aussi à la ménopause, parce que c'est un cycle sans fin, c'est un cercle vicieux. L'histamine stimule les œstrogènes stimulent l'histamine, etc., etc. Voilà. Oui, et en plus, quand on voit l'architecture du système neuro-endocrinien, c'est vrai que l'hypophyse va sécréter d'un côté la TSH pour la thyroïde, et donc si il y a un dérèglement de la thyroïde, les T3 vont augmenter, et ce que vous expliquez très brillamment, c'est que ça va activer l'histamine, et il va y avoir un rétrocontrôle positif ou négatif vers l'hypophyse pour pouvoir inhiber ou activer la TSH pour que la thyroïde s'adapte, et obligatoirement, comme il y aura une stimulation des FSH et LH au niveau de l'hypophyse, il va y avoir des déséquilibres hormonaux. Voilà, c'est abyssal, quoi. De toute façon, l'histamine intervient tellement dans tous les organes que forcément, dès qu'il y a un dérèglement quelque part, que ce soit de l'organe en lui-même ou d'une autre enzyme, d'une autre protéine, d'une autre composante, forcément, tout est lié. Donc, voilà, c'est assez. Alors, est-ce que je peux peut-être donner une petite info sur les problèmes de troubles anxieux, de dépression? Juste une petite parenthèse technique. Alexia, vous êtes adorable de beaucoup interagir sur le chat, mais vous envoyez des messages sur le privé. Et en fait, je pense que vous privez justement nos amis de vos remarques. Et donc, essayez sur le chat de ne pas cliquer sur private, mais to everybody, ou à tout le monde. Comme ça, tout le monde peut bénéficier de vos remarques très pertinentes. Et merci d'être présente dans le chat, Alexia. C'est absolument pas un reproche, mais on s'en fout. C'est juste que vous envoyez des messages en privé. Donc, il n'y a que Marie et moi qui pouvons voir ces commentaires. Donc, c'est vraiment dommage de ne pas partager. Ah oui, je vois private partout. Ouais, donc, quand vous cliquez, vous avez tout everybody, ce sera beaucoup mieux, à moins que vous ne vouliez confier qu'à nous. Auquel cas, ça ne pose aucun problème. Hein. Mais à mon avis, je pense que de par vos remarques, ça serait bien de le partager auprès de tout le monde. Voilà, petite idée. Alors, pardonnez-moi, Marie, en dehors de cette petite parenthèse. Oui, bien sûr, sur les troubles. Alors, c'est vrai que je trouvais important, parce que j'ai fait un chapitre dans le livre là-dessus, parce qu'en fait, ça concerne énormément de personnes avec les problèmes d'histamine et de mastocytes. Juste un chiffre là que je redonne, qui est dans le livre, c'est qu'en principe, la dépression touche environ 10% de la population mondiale. Voilà, 10%. Et dans les personnes qui ont des maladies mastocytaires, donc SAMA notamment, dont on parlait, c'est 50%. Oh. Donc, on passe de 10% à la population générale à 50% à peu près. Donc, une personne sur deux qui a un SAMA, un trouble mastocytaire, qui va avoir des problèmes anxieux, de dépression, des troubles de l'humeur, etc. Donc, c'est énorme et ça concerne en fait beaucoup de gens. Un petit résumé rapide de ce qui se passe pour vous dire ça. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur que vous connaissez certainement. Quand on n'a plus de sérotonine, on est déprimé. Quand on en a, on est bien. En gros, je simplifie parce qu'il y a d'autres neurotransmetteurs qui sont... Donc, c'est le tryptophane. C'est un acide aminé qui produit l'histamine. D'accord? C'est comme ça. Tryptophane, on le prend dans l'alimentation notamment. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les mastocytes s'activent? Donc, dans nos pathologies, s'activent, ils vont libérer de l'histamine, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres molécules. Donc, ils vont notamment libérer des cytokines pro-inflammatoires. Et ces cytokines pro-inflammatoires, c'est quand vous avez le Covid, les cytokines se libèrent, vous êtes inflammé, etc. Qu'est-ce qu'elles font, ces cytokines? Elles vont stimuler une enzyme qui va dégrader le tryptophane. Donc, quand les mastocytes s'activent trop, du coup, vous voyez par
ricocher, il va y avoir trop de tryptophane, va être trop dégradé, excusez-moi, et donc il va produire moins de sérotonine. Voilà, je ne sais pas si j'étais claire ou pas. C'est parfaitement. Donc, on va se retrouver. Je suis un petit peu subjugué parce que je ne m'attendais pas à ça. Ah bon. Donc, du coup, on va se retrouver sur une pathologie mastocytaire où on a déjà des mastocytes qui s'activent voilà, avec plein de facteurs, le soleil, les aliments, ce qu'on a dit tout à l'heure, une quinzaine au moins de facteurs. Et puis, ces mastocytes, par ricochet, on produit moins de sérotonine, donc automatiquement, les troubles qui sont associés. Et quand on sait, d'après ce que vous nous avez expliqué, que ça agit sur le microbiote aussi, et donc que l'intestin est aussi pourvoyeur d'une grande partie de la fabrication de la sérotonine, on est servi. Hein. Puis l'histamine est aussi produite au niveau de l'intestin. Donc, des bonnes bactéries, c'est pour ça quand il y a une dysbiose, c'est-à-dire que la dysbiose au niveau de l'intestin, c'est une différence entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries, c'est-à-dire qu'il y a, normalement, elles sont à peu près au même niveau, les mauvaises vont être détruites par les bonnes, et là, c'est là, c'est-à-dire qu'il y a trop de mauvaises bactéries, il n'y a pas assez de bonnes, et dans l'intestin, du coup, ça va produire plus d'histamine aussi. Et l'histamine inflammatoire va entraîner un intestin poreux qui va laisser passer les toxines, etc. Donc ça, c'est aussi des phénomènes qu'on trouve la plupart du temps. Donc ça a été identifié. Oui. Et donc on les shoot aux antidépresseurs ou aux inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de médicaments, enfin en tout cas un certain nombre, qui sont soit inhibiteurs de la DAO, donc on rappelle la DAO c'est l'enzyme qui dégrade l'histamine, ou alors ils sont libérateurs d'histamine. Donc par exemple, un exemple tout simple, tout bête, l'aspirine. L'aspirine alors je ne sais plus si c'est libérateur d'histamine ou inhibiteur de DAO, mais en tout cas si vous prenez de l'histamine, vous pouvez aggraver la pathologie. Donc, on va, par exemple, préférer le paracétamol. Bon, je ne suis pas médecin, je ne vous demande pas de prendre, mais c'est juste pour dire que on retrouve dans cette liste, notamment, il va y avoir des bêta-bloquants, il va y avoir des antibiotiques, des relaxants musculaires, des anesthésiants, des antidépresseurs. Donc, en fait, ces médicaments-là, si on les prend, chez certaines personnes, ça peut ponctuellement ou plus longtemps, ça dépend combien de temps on les prend, ça peut provoquer des symptômes éventuellement. Donc, bon, après, je ne suis pas médecin, hein, je redis, hein, mais... arrêtez de vous justifier. Oui, non, mais c'est juste je ne fais pas de diagnostic aux gens ou je n'incite pas à prendre tel ou tel médicament, on est d'accord. Et vous, dans vos recherches, vous avez vu aussi que ça faisait partie de cela. Donc, voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, je ne sais pas si je suis une ligne, si c'est décousu ou pas, mais enfin bon, on fait en fonction des idées. Ah non, il n'y a aucun problème. Non, c'est très clair en plus. Il y a une logique. Et du coup, puisque en plus, dans ces pathologies, que ce soit l'intolérance à l'histamine ou le syndrome d'activation mastocytaire ou la mastocytose, on en a moins parlé, mais c'est le cas aussi, on est intolérant, donc on est vraiment intolérant. On peut avoir des allergies, bien sûr, mais on est intolérant à beaucoup d'excipients, beaucoup de molécules. Donc, il y a une difficulté de soigner les personnes qui est assez importante, parce qu'il y a déjà des intolérances aux excipients, à certains médicaments, à certains compléments. Donc, du coup, un praticien qui va donner un complément multivitaminé avec 10 vitamines, 3 oligo-éléments et puis il y a 3 excipients, là, ça va être plus compliqué. Ouais. Donc, souvent, on va donner donc, si par exemple il faut la vitamine A, ça va être un complément uniquement avec la vitamine A et avec le moins d'excipients possible. On regarde, on essaye, on teste. Si ça va, on passe au deuxième. Voilà. Donc, c'est des choses à prendre en compte aussi pour les praticiens, notamment qui aident les personnes avec les intolérances à l'histamine. Nathalie demande qu'en est-il de l'Euthyral. L'Euthyral, c'est de la T3. Principalement, c'est un petit peu de T4 et beaucoup de T3 de mémoire. Et de la progestérone, de la périménopause. Vous avez une expérience là-dessus? Alors, je peux pas me prononcer sur un médicament, ça c'est clair et net. Après, clairement, la progestérone va baisser le taux d'œstrogène. Donc forcément, si on baisse le taux d'œstrogène, on va baisser la production d'histamine à ce niveau-là. Après, je sais qu'il y a des médecins, des praticiens qui sont pour, d'autres pas pour, parce que ça peut aider. Il faut voir le rapport bénéfice-risque. Si ça aide vraiment la personne, moi j'en connais qui en prennent, ça les aide. Moi, j'en ai pas voulu parce que
voilà, j'essaie de prendre le moins de médicaments possible. Ça peut avoir des effets secondaires, mais ça dépend. Si ça aide vraiment, voilà, après, c'est au médecin à décider. Mais en tout cas, ça fait baisser l'œstrogène, enfin les œstrogènes en tout cas, c'est sûr. Oui, de toute manière, cibler sur un produit, sur un médicament ou sur une pathologie ou des symptômes ce soir, c'est juste impossible parce Ah que oui, non. quand on a vu le tableau de tous les signes, Clinique. le tableau que vous avez montré tout à l'heure, tous les signes, il Et faut c'est avoir une surtout ça vision. que j'essaye de faire passer aux personnes, aussi bien ça peut être aux professionnels qu'aux personnes qui sont atteintes. C'est que quand on va prendre un médicament, alors je suis pas anti-médicament, hein, attention, Non, bien sûr. mais quand on va prendre un médicament, on va traiter la conséquence. C'est-à-dire, vous Mm. avez un problème urinaire, vous prenez un médicament contre les cystites. Vous avez la tachycardie, vous prenez un bêta-bloquant. Vous avez la diarrhée, vous allez prendre un médicament pour la diarrhée, etc., etc., etc. Mais là, on traite la conséquence. En fait, ce qui est important, c'est d'essayer de traiter la cause. Alors, c'est toujours compliqué parce qu'il y en a plein des causes, des facteurs, mais je crois que c'est très important, plutôt que de prendre plein de médicaments pour la conséquence, ça n'empêche pas l'histamine de se développer, ça n'empêche pas l'histamine d'être là et ça n'empêche pas l'inflammation. Donc, c'est très important d'essayer de travailler sur la cause. La cause, ça peut être des dysbioses quand c'est une intolérance à l'histamine, voilà, par exemple. Ça peut être éviter des facteurs déclencheurs, ça peut être gérer son alimentation, gérer son stress, parce que le stress peut être déclencheur de libération d'histamine aussi. Donc, je pense que c'est très important et c'est ce que j'essaye de communiquer, c'est vraiment essayer de remonter à la source au maximum de ce qu'on peut, parce qu'on ne peut pas toujours, mais au maximum en tout cas. Oui, en plus, le fait comme vous l'avez fait, vous, dans votre expérience, de fait d'améliorer certains signes, vous encourage à explorer d'autres et de procéder par essai, erreur ou réussite, C'est ça. et de dire, bah, tiens, là, ça fonctionne un petit peu mieux, je continue là-dessus, ça, je garde et ça, j'enlève. Ça, c'est assez précieux. Alors, justement, puisque si vous voulez bien, on pourrait passer à, une fois qu'on a cette révélation de comprendre ce que sont les histamines, ce que sont les mastocytes, toutes les manifestations, par quoi on peut commencer pour mettre en place des solutions? Quels sont les premiers éléments? Est-ce qu'on commence par l'alimentation? Est-ce qu'on commence par le stress? Parce que je pense que de tout faire d'un coup, c'est ce qui est, à mon avis, le plus difficile, mais au moins commencer par quelque chose. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent de commencer par l'alimentation et d'identifier les aliments riches en histamine et les immunes? Je vous pose la question. Oui, tout à fait, ça peut. Après, je conseille toujours d'être accompagné, de ne pas faire seul parce que il peut y avoir beaucoup de restrictions pour certaines personnes. Certaines personnes peuvent se priver, j'en ai connu, et c'est terrible. Ils se disent, je préfère pas manger, au moins je suis sûre de ne pas avoir de réaction. Donc des gens qui sautent des repas complètement, parce qu'ils disent, comme ça je suis tranquille, j'ai pas de réaction. Bon, ces personnes-là sont quand même très malades par derrière. Donc, il faut vraiment pas développer un stress de l'aliment, c'est très important aussi, et pas faire des restrictions inutiles. Donc, c'est toujours bien d'être accompagné. Ça, c'est une première chose. Après, je pense que c'est vrai que c'est tout ce que j'appelle l'hygiène de vie. Alors, faudra mettre en place déjà des traitements avec l'aide soit d'un médecin, soit d'un praticien de santé. Ça peut être des traitements allopathiques ou des traitements de santé fonctionnelle, des compléments. Parce que vous allez peut-être faire l'alimentation, mais si vous avez des carences sur tout un tas de vitamines et d'oligo-éléments, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que l'alimentation, c'est un créneau sur lequel j'insiste beaucoup et sur lequel j'ai beaucoup travaillé sur mon site. C'est essayer. Voilà, on fait des tests, on essaye un mois, on voit si ça aide déjà, s'il y a des choses qui vont mieux, qui vont moins bien. Mais je pense que c'est important de faire en parallèle un suivi avec des traitements. D'accord. Voilà, je sais pas, je regarde. Non, c'est ça. Je n'ai pas sauté Oui, c'est ça. de Il y manger. a des gens, comme Alexia dit, qu'elle sentait qu'en fait, il y a des aliments sur lesquels elle réagissait. Après, c'est bien de tenir un journal alimentaire aussi. Je pense que c'est très important. Comme les réactions peuvent être décalées, il peut y avoir 2-3 jours de décalage. Enfin, souvent, c'est peut-être 24-48 heures. Donc, c'est bien de tenir un journal alimentaire avec et les aliments et les symptômes d'un côté, d'essayer de faire des rapprochements et après faire des tests. On élimine un aliment, plusieurs aliments et on voit. Voilà, voir ce qui peut se faire et si ça va mieux. Mais après, bien entendu, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que si on enlève des aliments mais qu'on ne traite pas une dysbiose derrière, qu'on ne traite pas les facteurs déclencheurs, qu'on ne traite pas le stress, je sais que ça fait beaucoup en même temps, c'est clair, on est d'accord.
Mais Et quels sont les aliments principaux qui sont riches en histamine? alors, en aliments principaux, j'en ai cité quelques-uns déjà tout à l'heure. Donc la tomate, en général, c'est l'aliment que les gens enlèvent en premier. En Ouais. général, hein. Tout ce qui est fermenté, l'histamine explose dans tout ce qui est fermenté. Donc par exemple le soja, les choucroutes, tout ce type d'aliments. Vous avez les agrumes, citron, orange, l'ananas qui passe peu en général. Bon, c'est pas forcément un aliment qu'on mange toute l'année, mais bon. Les alcools, alors là, c'est explosif pour l'histamine, très clairement. Les alcools? Les alcools, alors là, ça, c'est Ah le oui. pire. Ah, ça dépasse la tomate, on va dire. Les fromages fondus ou tout ce qui est affiné, en fait, tout ce qui est frais a peu d'histamine, tout ce qui va être affiné, même ou fermenté, affiné ou fermenté, va être riche en histamine. Les roquefort, les tomes. Moi, je suis en Savoie, je vous parle du reblochon, de la tome, etc. J'adore ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chocolat, en général, passe peu. Ah non. Pas de chance. Non. Je coupe le webinaire tout de suite. Ah oui, plus personne ne va vouloir écouter. Il y a des limites. Il ne faut pas exagérer, Marie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La noix, qui va être aussi dans les rouges, hein, là je vous parle, parce que c'est souvent classé vert, orange, rouge, Ouais. éventuellement jaune, mais et puis après ça dépend vraiment des personnes, ça va dépendre de la quantité. Par exemple, la framboise est quand même pas très bien classée, mais des personnes en quelques framboises vont les supporter. Et ça, c'est très difficile parce qu'autant le sans gluten et le sans lactose, on sait qu'on ne prend pas et c'est bon. Quelqu'un qui a une maladie de cœliaque, c'est-à-dire avec le gluten, il enlève le gluten. Bon, voilà. C'est réglé. Par contre, dans l'histamine, rien n'est défini. Ouais. Donc, ça va dépendre un petit peu de votre état du moment aussi. Parce que, imaginons que vous êtes allergique au pollen en ce moment. Vous êtes allergique aux graminées, on va dire. Tiens, pile. Donc, le système immunitaire va travailler beaucoup plus. Vous allez être plus fatigué, vous allez avoir plus de symptômes. Donc, votre corps est plus inflammé. Donc, du coup, un aliment que vous supportiez en hiver, qui est par exemple classé 1, jaune, vous n'allez pas forcément le supporter maintenant. Pourquoi? Parce que le corps est plus inflammé. Donc, du coup, cet aliment qui a un petit peu d'histamine, quand votre corps est à peu près bien, il va le supporter en petite quantité. Quand il est moins bien, il va réagir. Ouais. Et des fois, quand on mixe des aliments aussi, alors les aliments fermentés entre eux, vous faites de la soupe, vous la laissez au frigo avec plusieurs légumes, vous la faites réchauffer 1 ou 2 jours après, ça a bien fermenté, c'est super, boum. Voilà, c'est censé être bon pour le microbiote et finalement ça explose tout ça. C'est ça. Oui, il y a Anne qui dit kiwi, banane, mangue, fraise. Voilà, fraise aussi, oui, surtout. Voilà, je connais parfaitement, mais c'est vrai que comme ça, mais oui. Mais c'est pas exhaustif. D'abord, je vous demande pas d'être. La viande hachée, ça c'est quelque chose que les gens ne se rendent pas compte, c'est que la viande hachée, vous la hachez vous-même chez vous, vous la cuisinez directement, c'est bon. Par contre, vous allez chez le boucher, vous faites un steak haché, vous prenez le temps de revenir du marché, vous faites une course, hop, là c'est explosif en histamine. C'est pas vrai. Voilà, donc toute la viande, un filet de poulet que vous avez au frigo, il faut le cuisiner tout de suite, sans parler de viande hachée. Hein. Mais la viande qui va être laissée à l'air libre, par exemple 15-20 minutes, une demi-heure sur le plan de travail avant d'être cuisinée, va produire de l'histamine. Pareil, une décongélation lente. Donc, vous avez la viande ou un légume, hein, n'importe, hein, que vous décongelez, vous le laissez, je ne sais pas, 4-5 heures sur le plan de travail ou au frigo toute la journée. Pareil, ça va produire de l'histamine. Donc, en fait, pas l'astuce, mais la subtilité, c'est qu'il y a les aliments d'un côté, quand on parle d'alimentation, et de l'autre, eh bien, vous avez aussi tout un tas de conseils comme ça, voilà, qui sont très importants. Et vous avez beau enlever les aliments, si vous n'avez pas respecté ces conseils, ça ne va pas trop aider. Voilà. Donc, c'est important de connaître tout ça. Anne qui dit effectivement, pour le poulet, il faut le rincer pour enlever l'histamine. C'est vrai aussi. Alexia qui dit et les fromages, quelle hérésie, je confirme, c'est si bon. Et oui, bon, hein, il faut trouver. Bon, après, c'est vrai que là, on est surtout sur les intolérances à l'histamine, donc il peut être inclus dans le SAMA en général. Mais après, quand on est sur d'autres choses, il peut y avoir. On a énormément de personnes aussi avec des syndromes d'activation mastocytaire qui vont réagir aux odeurs, donc aux produits chimiques. C'est ce que je parle aussi dans le livre. C'est des intolérances aux produits chimiques. Et dès que vous respirez, boum, vous faites des symptômes. Donc l'histamine augmente.
enfin les mastocytes s'activent plutôt, on va dire, ils augmentent l'histamine et ces problèmes d'hypersensibilité chimique, donc aux odeurs qu'on respire, ou sur la peau, ça peut être aussi, ça concerne presque 60% des personnes qui ont un SAMA. Incroyable. Donc, pour vous dire aussi que là, il y a notamment Sylviane qui témoigne dans le livre, elle a même du mal à prendre la voiture parce que rien que la pollution, l'odeur du siège, de la matière, va faire réagir. Donc, voilà, elle dit fumer de cigarette, le feu de bois, on peut faire des réactions. On est à côté d'un barbecue, on peut faire une réaction, par exemple. Oui, et là, on est vite catégorie t'es une emmerdeuse. Ah, bah, c'est exact. J'osais pas le dire, je me suis dit, on n'est pas là pour ça, mais. Non, mais oui, Passe pour des emmerdeurs, c'est clair. Bah oui, parce que tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. C'est-à-dire que le quotidien est très compliqué et c'est pour ça que c'est bien de s'attacher, comme je dis tout à l'heure, comme on disait tout à l'heure, à gérer un peu son stress, à gérer son alimentation, à compléter avec des traitements et des compléments pour essayer d'avoir un aperçu global et baisser l'inflammation. En fait, le but, c'est de baisser l'histamine et baisser l'inflammation. Donc, c'est très important pour essayer d'aller mieux. Oui, je vois bien. Et là, je vois bien, parce que voyant aussi des patients qui sont en errance médicale, mais peut-être pas dans cette catégorie, ou bien des Lyme méconnus ou d'autres pathologies bien méconnues, je vois la souffrance du quotidien et j'imagine bien ce que ça vit. Juste un petit rappel, ce que propose l'allopathie dans ces cas-là, si tant est que l'allopathe ait identifié cette piste des mastocytes et d'histamine. Qu'est-ce qu'il propose? Donc, au niveau des médecins, on va être plus là-dessus, de toute façon. Hein. Pardon? Au niveau des médecins, on va dire. Hein. Oui, qu'est-ce que propose l'allopathie de votre connaissance? Alors, en intolérance à l'histamine, comme je disais au début, les médecins ne connaissent pas. Donc, à moins que vous ayez une grande chance phénoménale, ils ne vont pas connaître. Et sinon, on va avoir en première intention, bien entendu, les antihistaminiques. Hein, ça va être le première intention. Les gens, en général, dans la population générale, quand ils ont un problème de pollen, ils prennent un antihistaminique. Dans les pathologies mastocytaires, c'est jusqu'à 4 par jour, tous les jours. Ah oui. Et il y a différentes variantes d'antihistaminiques ou c'est un antihistaminique, c'est le même? Que ce soit Zyrtec ou Aerus, c'est à peu près les mêmes? Alors, c'est toutes des molécules différentes. Ouais. Alors, il y a les antihistaminiques, les H1, c'est ceux qu'on parlait tout à l'heure pour ça, de première génération et de deuxième génération. La première génération, ils sont quasiment plus utilisés parce qu'ils font beaucoup dormir. Ils faisaient beaucoup dormir. Donc aujourd'hui, on va les utiliser pour dormir, justement. On a détourné l'utilisation et les antihistaminiques H2, donc c'est ceux qu'on disait tout à l'heure, desloratadine, bilastine, loratadine, enfin il y en a tout un tas. Donc on va donner cela, mais par contre, parfois il faut en essayer plusieurs parce que, par exemple pour mon cas, l'Aerus, donc c'est la loratadine ou desloratadine, j'ai un doute maintenant, je le supportais pas. D'accord. Donc je suis passée, voilà, on en a essayé 2, 3, aujourd'hui j'en ai trouvé un qui convient, même si j'essaye de ne pas le prendre tout le temps, et ça dépend de l'excipient qu'il y a dedans aussi. En plus. Voilà, donc, mais en général ça va être une première intention, ça c'est... Quand vous êtes suivi par un médecin qui connaît, ça va être ça. Et après, il y a tout un tas d'autres, une panoplie. Il va y avoir par exemple du chromoglycate de sodium. Ça va aider aussi à dégrader l'histamine avant les repas, par exemple. C'est ce qu'on met dans les gouttes quand vous avez des allergies un petit peu aux yeux. C'est à base de chromoglycate de sodium, bien souvent. Et après, ça va être des médicaments. Ça va faire le boulot de la DAO? Non. Non. C'est pas pareil, ça agit pas de la même façon, mais par contre, oui, on peut donner de la DAO aussi. Alors, les médecins connaissent moins la prise de compléments en DAO, mais ça commence. Ça commence. Donc, ça, c'est pareil, on prend de la DAO aussi. Et puis après, tout un tas d'autres médicaments qui vont être proposés au cas par cas, en fonction des symptômes de la personne, en fonction de ses pathologies annexes aussi. Voilà, il peut y avoir un médicament notamment qui est proposé en injection, mais ça dépend vraiment des personnes, de ce que vous avez. Donc, voilà, il faut vraiment... là, je ne peux pas me prononcer vraiment sur quoi qu'est-ce, parce que c'est le médecin qui va... Mais bon, la première intention, c'est ce que j'ai dit, en tout cas. Comme elle dit, Anne, être allergique à son antihistaminique. Et ça nous arrive à beaucoup. Ah, ça, c'est sympa, ça. Voilà. Je vais passer rapidement, j'ai oublié de vous poser la question parce que c'est quelque chose qui... j'arrive pas à le retrouver dans
dans l'ouvrage, je suis désolé, il m'a échappé quand je voulais en parler. C'était sur le CED. Ah oui, syndrome des lèvres dans l'os, oui. Ouais. Donc ça, c'est parce que justement, ce syndrome est assez proche du Lyme, de la fibromyalgie, des tendinopathies, de espèce de merdier dans lequel se trouve le patient. Et ça m'a interpellé quand je l'avais vu. Et le voilà. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce terme-là, je ne sais pas si on le voit bien ici. Syndrome d'Ehlers dans l'os. Ouais. SED, ça se dit S-E-D. Ouais. Alors, c'est une pathologie qu'on voit aussi chez les malades qui ont un SAMA qui est associé. Hein, alors, pas chez tout le monde, bien sûr, mais ça se retrouve voilà, aussi dans la population des problèmes de SAMA. C'est un problème du tissu conjonctif, c'est-à-dire qu'il va y avoir une déficience en collagène, ce qui fait que les personnes vont avoir tout un tas de symptômes, mais notamment vont avoir une hyperlaxité. Oui, je ne me trompe pas dans le laxité. Et avec des douleurs et vont être beaucoup plus sujettes, par exemple, justement, aux tendinites, etc. Et donc, souvent, les deux sont imbriqués parce que, justement, il y a des mastocytes aussi dans les tissus conjonctifs. Donc, on ne sait pas exactement qui démarre, le mastocyte qui va entraîner le CED qui active le mastocyte. Enfin, aujourd'hui, voilà. Bon. Mais en tout cas, c'est deux pathologies qui peuvent en effet être imbriquées. Ouais, c'est assez étonnant que vous le citiez, parce que d'abord, c'est une pathologie qui est extrêmement méconnue aussi. Oui. Hein, c'est louable d'entendre ça et de voir. Oui, j'ai cité parce que je trouve que dans toute la population, entre guillemets, si je peux dire comme ça, de personnes qui me côtoient ou que je vois en atelier, il y en a quand même. Puis on fait un atelier avec 7 personnes, il y en a une, 7 ou 8 personnes, il y en a une qui va avoir un CED. Donc, voilà, je trouve que c'est quand même assez... Bon, enfin, je ne pouvais pas parler de tout, j'ai fait des choix dans le livre, mais je trouvais que c'était important d'en parler. Bon. C'est moi qui vous fais la remarque parce que je trouve ça très intéressant. Comme je vois pas mal de patients de mon côté aussi avec ce genre de pathologie, l'hyperlaxité, des tendinites à répétition, qui n'arrivent pas à s'en sortir avec des traitements généralistes. C'est intéressant que cette piste soit... Alors nous, en tant que... Sans avoir de CED, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir aussi des tendinites à répétition. Moi, j'en ai eu pendant 4 ans, non-stop, des tendinites. Donc, l'histamine fragilise les tendons. Donc, voilà. Et c'est pour ça que c'est imbriqué. C'est difficile à savoir souvent quel symptôme est dû à quelle maladie quand on en a plusieurs. Marie, ça va? Pas trop fatigué? On peut finir tranquillement sur les solutions, parce que je ne voudrais pas vous épuiser non plus. Je rappelle juste à toutes et à tous que Marie fait un gros effort pour être avec nous ce soir, et c'est pas évident. J'en ai bien conscience et je la remercie pour ça. Donc, je ne voudrais pas abuser de votre gentillesse et de votre épreuve physique, parce que c'est quand même, on a envie de vous cuisiner encore davantage sur ça. Disons qu'il y aurait tellement de choses à dire que voilà. C'est dommage parce que. Non, c'est pas dommage parce que d'abord, vous dites beaucoup de choses et c'est absolument passionnant. En plus, vous avez écrit le livre, donc c'est encore plus louable et l'idée, c'est quand même de se référer aussi au livre. Oui, c'est le but, on est là pour ça. Achetez le livre, allez-y. Évidemment, entre autres. Et tiens, justement, puisqu'on en parle, n'oubliez pas que ce soir, vous avez, avec le code 2C75, 2C75, c'est bizarre comme code, mais c'est comme ça, vous avez 15% sur l'ouvrage tout le mois de juin. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Mais voilà. Ça a été mis sur le live. Oh là là, le code, c'est promo code 2C75. Moi, j'étais que sur le code 2C75, Véro. Désolé. Alors, allez-y à fond. Allez-y. Et moi, je précise, j'avais fait un petit slide, mais je le dis à l'oral. Donc, j'ai eu des demandes du livre pour. Alors, Amiris, sur son site, donc l'éditeur, envoie dans toute l'Europe. Donc, déjà, ça c'est bien parce que j'ai eu des gens qui ont acheté de la Suisse et de la Belgique aussi, notamment. En France, vous avez en librairie et puis dans les points classiques Fnac Cultura. Et sur mon site, s'il y a besoin, j'envoie en France. Et aussi, j'ai eu des demandes pour le Canada. Donc, le livre est parti au Canada. J'ai eu des demandes pour l'île de la Réunion, 2 fois. Donc, voilà, on s'arrange et s'il y a besoin, on fait des envois particuliers. Voilà, c'était la parenthèse. Voilà, il y a toujours une solution. Et donc, je vous disais, j'ai pas envie de vous fatiguer, il y a le livre, il y a votre site, il y a quand même beaucoup d'informations sur le site qui sont délivrées, et il y a des échanges possibles. Je rappelle le nom du site, comme ça, hop, il est marqué sur le chat et vous ne perdrez pas. Je rappelle aussi qu'il y aura un replay,
hein, pour celles et ceux qui n'ont pas pu tout écouter, un replay qui sera bientôt prêt sur le site d'Amiris, à votre page, hein, donc directement. Et Véro, merci de préciser le code promo, 15% sur les livres de Marie durant tout le mois de juin. Voilà. Moi, je transmettrai aussi le lien du live sur mon site, sur mes réseaux sociaux, dans la newsletter, etc. Voilà. Donc, dans l'alimentation, voilà, il y a plein de conseils. Après, il y a la gestion du stress, vous l'avez évoqué plusieurs fois, c'est quelque chose qui a l'air d'être assez prégnant dans ce système. Alors, le stress, en effet, quand vous êtes stressé, ça va activer les mastocytes. Les mastocytes vont s'activer. Donc, après tout ce qu'on a parlé, libération d'histamine, etc. Même rien que le fait de se dire, je me dépêche. Tiens, je suis en retard, je dois me dépêcher. Ça va activer, c'est le stress, on va dire, mais rien que ça va pouvoir activer les mastocytes et vous faire des symptômes. Donc, c'est fort possible. Et après, quelque chose qui est assez bizarre, c'est qu'il y a le stress, mais donc on va englober toutes les émotions. Les émotions négatives, bien sûr, mais les émotions positives. Donc, je connais quelqu'un, notamment, quand elle a un fou rire avec un sama, ça lui déclenche des symptômes, parce que c'est une émotion et que, voilà. Donc, c'est des emmerdeuses, vous allez dire, oui, je sais. Non, c'est horrible. Non, la pauvre, non, c'est pas une emmerdeuse, là. Non, mais voilà, mais bon, le stress, c'est quand même, pour revenir à ça, est quand même un élément déclencheur, un des facteurs déclencheurs, parmi d'autres, hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est important de régler, de changer sa qualité de vie, son hygiène de vie. Parfois, il y a peut-être des ajustements à faire dans le travail, à la maison. Et puis, peut-être travailler avec la cohérence cardiaque, la méditation, se poser, être dans des endroits plus calmes pour faire baisser le niveau de stress, en effet. Toute la gestion du stress, ça c'est évidemment les grands piliers. Après, est-ce qu'il y a, c'est tout à fait naïf comme question, mais est-ce qu'il y a dans l'environnement des perturbateurs, je pense aux parfums, aux bougies, enfin je dis n'importe quoi, mais... Là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En effet, les parfums qui vont être dans les odeurs, ça c'est clair. Ça va être, c'est l'hypersensibilité chimique qu'on parlait tout à l'heure, où je disais 60% des personnes qui ont un sama vont être sensibles aux odeurs et les parfums sont justement dedans. Et on en trouve où? On en trouve dans les lessives, dans les produits vaisselle, liquide vaisselle, dans tous les pour laver le sol. Donc partout vous allez, vous sortez dans un magasin, vous avez des parfums partout. Donc c'est des composantes aussi. Bon, moi chez moi j'ai tout enlevé. Il n'y a plus un seul parfum chez moi. Dans aucun produit. Il y a dans les cosmétiques aussi. Vous avez une crème où il y a un peu de parfum, vous allez faire des réactions. Par exemple, la biafine, qui est une crème pour les brûlures. Un médicament que vous prenez pour les brûlures. Moi, j'avais regardé une fois, j'avais fait une réaction, il y avait un petit peu d'orange dedans. Donc, vous allez réagir aussi. Donc, voilà, c'est pas forcément... Bon, voilà, on n'aimerait ne pas être touché par ces pathologies, mais des fois, le corps vous envoie des signes en disant « Stop, dans ta vie, là, il y a peut-être quelque chose qu'il faut changer. » Et donc, c'est bien des fois de faire des changements au niveau du stress, au niveau de l'hygiène de vie, au niveau du lieu de vie. Des fois, ça peut aussi. Mais vous, personnellement, quand ça, on parle de votre cas évidemment, mais quand ça vous déclenche les signes, ça déclenche quoi chez vous principalement? C'est toujours les mêmes signes ou ça va varier? Alors, chez moi, ça va être toujours. C'est des sphères prédominantes. Ça va être très neurologique. Chez moi, beaucoup de brouillard mental, de fatigue terrible. Je vais avoir du cardiaque aussi. Je peux avoir du digestif. Beaucoup, quand je disais tout à l'heure avec les odeurs. Si je suis dans un environnement pendant 2 jours avec des odeurs, des parfums, des personnes qui sont parfumées, alors là, au niveau digestif, c'est la catastrophe. Urinaire un petit peu aussi. Les douleurs sont à peu près stabilisées et passées avec la gestion de l'alimentation. Donc, c'est pour ça que j'insiste toujours sur l'alimentation, parce que pour mon cas, ça m'a enlevé énormément de soucis. Alors, il y en a toujours d'autres, mais c'est vrai que plus vous allez gérer chaque facteur, le stress, l'alimentation, etc., plus vous allez pouvoir mettre des cordes à votre arc. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais voilà, des petites pierres que vous mettez au fur et à mesure. En effet, tout travailler d'un coup, ça nécessite beaucoup d'efforts. C'est pas évident de tout changer d'un coup, mais vous faites petit à petit. Et puis, avec l'aide, avec des praticiens, de médecins éventuellement, je crois que c'est très important d'avoir la patience, de comprendre ce qu'on vit.
voilà, pour évoluer un pas après l'autre. Il ne faut pas voir la montagne, il faut voir chaque pas. Ouais. Vous êtes le témoignage quand même. Vous êtes ici et vous êtes sorti de votre lit, malgré les années de souffrance. Vous avez encore du chemin à parcourir, mais vous êtes sorti de votre lit. Vous vivez quand même un petit peu Alors plus correctement, je correctement. ne sais pas si je vais dire correctement, mais je suis en invalidité aujourd'hui, donc je fais ce que je peux encore pour le site, mais c'est vrai qu'il n'y a pas photo. Je veux dire, entre ce que j'ai été en 2018 et puis ce que je suis aujourd'hui, je veux dire, on peut évoluer. Alors, un SAMA, au jour d'aujourd'hui, ou une mastocytose, j'ai vu personne en guérir vraiment, et les médecins avec qui j'ai discuté, il n'y a pas de guérison, mais il y a des possibilités d'aller mieux ou de gérer des choses. Hein, voilà, une intolérance à l'histamine, s'il n'y a pas un SAMA derrière, on peut, alors je ne vais pas dire guérir, je ne sais pas si je peux dire ça, mais si les causes, en tout cas, sont bien traitées, c'est-à-dire les dysbioses et tous ces composantes. Là, j'avais par exemple Roxane qui témoigne dans le livre, elle était dans un appartement avec des moisissures. Donc là, c'est quelque chose qui va aussi lancer la pathologie. Donc, quand vous traitez les causes, on a quand même des personnes avec des intolérances à l'histamine qui s'en sortent et qui revivent normalement. Ça peut. Donc, c'est un espoir aussi. Mais il faut s'armer de patience et faire les choses bien en suivi. Voilà. Oui, c'était un petit peu le message que je voulais faire passer. Il y a de l'espoir, il y a des pistes, il faut bien s'entourer, il faut essayer de trouver les bons interlocuteurs. Et je vois, Karine, j'ai acheté le livre et c'est vraiment passionnant et très clair. Merci de nous aider. Lyme, migraine, douleur, thyroïde. Je me retrouve tellement. L'une de mes filles, 25 ans aussi, est-ce que cela a pu se transmettre lors de la grossesse? Alors, je veux dire oui. Alors, on n'a pas parlé de ça. L'intolérance à l'histamine peut être génétique. Alors, c'est ce qu'on va appeler une intolérance primaire, comparativement à une intolérance secondaire qui, elle, n'est pas génétique et se déclenche pour X facteurs dans la vie. L'intolérance primaire, ça peut se retrouver dans les familles. Et ça se teste par un test génétique. Donc ça, c'est possible. Le syndrome d'activation mastocytaire, au jour d'aujourd'hui, si on regarde très formellement, la médecine dit que ce n'est pas héréditaire. Par contre, on rencontre des cas de personnes dans les familles, c'est-à-dire une maman, l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte ensuite va déclencher aussi un SAMA. Donc, on a quand même des cas sur ce phénomène-là. Et le docteur Wetchoko a beaucoup travaillé là-dessus, ce qu'elle appelle le early life stress, c'est-à-dire que c'est le bébé dans le ventre de la maman qui va avoir un stress pendant la grossesse. Ça peut être un deuil, une séparation, enfin X problème au travail. Du coup, ça va fragiliser le bébé au niveau de l'histamine et mastocytes, et ça va être éventuellement plus à risque aussi de développer un SAMA plus tard, ou des problèmes d'histamine, de DAO, etc. Voilà. Oui, c'est étonnant parce que la fin de son témoignage, c'est on a souvent mal en même temps alors qu'on ne vit plus ensemble, c'est étrange. Oui, pourquoi mal en même temps? Parce que par exemple, en ce moment, en tout cas chez moi ici en Savoie, on va avoir des températures, on a eu 11 degrés la semaine dernière, là on retombe à 25 degrés, on a eu 30 degrés avant les 11 degrés, et par exemple, c'est un facteur déclencheur, la variation de pression atmosphérique. Donc, deux personnes qui vont pas être au même endroit, qui ont un SAMA ou des problèmes, vont réagir à ces facteurs-là, par exemple. Et là, donc, les perspectives de ce que vous connaissez, est-ce que vous savez que si Dr Wetchoko va continuer à travailler et va développer des services ou autres Alors, elle se consacre surtout aux formations pour les professionnels aujourd'hui. Donc, elle consulte toujours. Elle a beaucoup de formations sur les professionnels parce que le but, c'est de transmettre son savoir, parce qu'elle est complètement débordée aussi par l'afflux de malades. Et du coup, l'idée, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment important de transmettre à d'autres praticiens, à d'autres médecins, pour que chacun prenne le relais. Sensibiliser, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la sensibilisation. Et le docteur Chaban, avec qui je discutais aussi il n'y a pas longtemps, qui est l'allergologue dont je parlais, à qui j'ai fait une interview récemment, c'est pareil, lui qui commence vraiment à bien s'intéresser à l'intolérance à l'histamine, et c'est rare pour un médecin, qui a envie de former, qui a envie de transmettre, qui a envie d'en parler. Là, il m'a invité l'année prochaine à Paris pour discuter devant des allergologues, devant la Société française de psychoallergologie. Le but, c'est vraiment chacun de sensibiliser et de transmettre pour que le plus grand nombre, aussi bien les malades que les professionnels, puissent à leur tour
prendre en charge les personnes qui ont ces pathologies, en fait, hein. Il faut que ce soit pas tabou et mis sous le tapis comme ça. Et la préface du docteur Amin Gasmi, on n'en a pas parlé, mais Oui. vous voulez dire un mot peut-être sur cette préface ou sur ce médecin? En fait, je l'ai rencontré. Alors, le monde est petit, hein, le monde de l'histamine, parce qu'il y en a peu qui connaissent, aussi bien en tant que médecin qu'en tant que praticien. Je dis praticien, micronutritionniste, Ouais. naturopathe. Et au final, les gens commencent à se connaître. Et en 2024, j'ai été invitée à faire une intervention au congrès sur l'histamine. Donc, c'était le premier congrès sur l'histamine qui était organisé justement par le docteur Wetchoko et qui m'a demandé de faire une intervention sur l'alimentation. Et donc, lui était à ce moment-là, c'était l'animateur de la journée, en fait. On était sur place, on était tous à Bruxelles. Et donc, il animait cette journée et il s'intéresse aussi justement à l'histamine. Il a fait beaucoup de vidéos avec son collègue, qui est d'ailleurs dans le livre aussi, le docteur Christian Boyer, sur la prise en charge de l'histamine, qu'est-ce que c'est, etc. Parce que c'est des gens qui comprennent que ça va être incontournable, je pense, dans les années futures, ces sujets d'histamine et de mastocyte. Ouais. Et donc, il a accepté de faire Tout à fait. Tous ceux à qui j'ai demandé, aussi bien, alors dans le livre, c'est ça aussi, on n'en a pas parlé un petit peu, mais pas trop, que j'ai voulu rendre intéressant, c'est faire des témoignages. Donc, il y a 8 professionnels qui témoignent, à la fois médecins, à la fois une micronutritionniste, il y a une psychologue, voilà, il y a une patiente partenaire aussi. Je trouvais que c'était important de faire le lien. Donc, je trouvais important qu'ils apportent chacun leur connaissance. Et aussi, il y a 8 malades, je dis 8 personnes touchées par ces pathologies qui témoignent. Et je trouvais que c'était important de faire parler les gens parce que moi, il y a mon témoignage, ok, les gens connaissent, mais je crois que c'est important de montrer que les personnes qui vont lire ne sont pas seules aussi, qu'il y en a d'autres qui vivent la même chose avec des choses vraiment variées, mais tout le monde peut se reconnaître, je pense. Et voilà, donc je pense que j'ai perdu le fil de la question. Mais non, c'est le docteur Amin qui a fait la préface et voilà, voilà, ça fait partie des. Oui, et je disais, donc il s'intéresse beaucoup et le but c'est comme son collègue et d'autres, de sensibiliser et que chacun puisse sensibiliser justement. Et même une personne m'écrivait, elle me dit j'ai prêté le livre à ma sœur ou je sais plus à qui. Comme ça elle connaît, et donc je pense que chacun, c'est comme ça que ça marche. même les patients, hein, peuvent mettre leur pierre à l'édifice pour faire connaître à leurs médecins aussi, hein, pourquoi pas. Les médecins traitants sont assez ouverts, hein, je trouve, pour apprendre aussi. Ouais. C'est encore une autre mission que d'éduquer les médecins. Il y a Isabelle qui vous demande si on peut vous rencontrer en Savoie. Malheureusement, non, parce que j'ai pas l'énergie. Voilà, j'aimerais rencontrer beaucoup de monde, mais j'ai pas l'énergie pour beaucoup discuter, pour beaucoup rencontrer. Et donc voilà, mais ça serait avec plaisir sinon. Et c'est d'autant plus louable que je vous remercie infiniment d'avoir passé cette D'ailleurs, je vois qu'on est dans la nuit, mes lunettes reflètent. Non, ça, tout va bien. Tout se passe très bien. Merci infiniment. Je vais vous laisser tranquille, Marie. Ça Merci. va. Vous avez l'ouvrage, vous avez le site. Et moi, je remercie les éditions Amiris, Bénédicte qui s'occupe, qui était en contact avec moi parce qu'elle m'a fait confiance. Il y avait mon site, on savait un peu la façon dont j'écrivais, mais c'est vrai que je suis pas médecin, comme je dis toujours. Et puis, elle m'a vraiment fait confiance, carte blanche sur les sujets du livre, sur les personnes qui ont témoigné dans le livre. Et ça, je trouve que ça vaut de l'or parce que, voilà, peut-être, alors j'ai pas une expérience dans l'édition énorme, mais je trouve que c'était important de pouvoir communiquer ce que j'avais envie et en tant que patiente sur les sujets qui me paraissaient intéressants. Et comme je le disais, elle est intarissable de louanges à votre égard parce qu'elle était impressionnée par la qualité de votre écriture. Bon, ça, à la limite, ça peut être un don, mais en plus, votre capacité pédagogique et à vulgariser. Et encore une fois, je le dis, je le répète en tant que praticien de santé, la qualité et la densité de votre bibliographie, c'est toujours très édifiant de voir cela et voir que vous n'êtes peut-être pas médecin, mais comme vous l'avez dit, vous en connaissez certains, enfin, comme moi je le dis, vous en connaissez certains. Je m'attache toujours, même dans les articles. Merci beaucoup, Frédéric. Je m'attache toujours, même sur les articles, chaque article que je fais dans mon site, je m'attache toujours à la qualité de l'information que je transmets. Parce que sur les blogs, sur les forums, sur les réseaux sociaux, des fois je vois des choses, mais je vous promets, c'est des choses ahurissantes qui se disent. Et je trouve que c'est très important que les gens puissent se fier sur une source qui est fiable. C'est-à-dire que si je n'ai pas trouvé la source dans une étude, dans une source fiable, en tout cas médicale, ou je ne le note pas. Voilà, j'ai des infos, mais je ne les note pas.
Je vais pas dire: «J'ai trouvé ça sur un blog, on a dit que» ou sur un forum. Voilà, non. C'est-à-dire que ce que j'écris alors après, voilà, les études, peuvent être contredites dans le futur, on ne sait pas, hein, l'évolution peut se faire. Mais je trouve que c'est très important d'avoir une qualité d'information et de fiabilité dans ce que j'écris. En tout cas, j'essaye au mieux, voilà, au maximum. Eh bien, c'est complètement réussi et tout le monde est absolument ravi aussi d'avoir fait votre rencontre pour celles et ceux qui ne vous connaissaient pas. Et tous ceux qui n'ont pas pu assister à tout pourront voir le replay très rapidement aux éditions Amiris, qu'on remercie vraiment Oui. pleinement Il faut une qualité d'information aussi, je trouve, parce qu'on peut éditer tout et n'importe quoi aussi, hein, c'est facile ça, aujourd'hui. c'est pas le cas. Et Hein. je trouve que c'est voilà, une Mondial et qualité d'information qui est importante aujourd'hui. absolument. Merci Bénédicte, merci aux éditions, merci Marie. Merci Frédéric aussi. Beau moment magnifique. Et oui, le diplôme ne fait pas le médecin, mais bon, on est obligé de passer par là à certains moments. Passez une bonne soirée, reposez-vous. Merci à tous en tout cas Vraiment, d'être j'espère venus et à bientôt. ça vous aura donné un petit boost d'énergie et que vous n'aurez pas le contre-coup ni ce soir, ni demain, ni dans les jours prochains. On verra. Et on se concerte pour vous donner le maximum d'énergie. Merci beaucoup en tout cas, Bonne c'est gentil. bénédiction pour que vous soyez en meilleure santé. On vous embrasse Merci toutes et tous bien beaucoup. fort, faites attention à vous. Et À bientôt. merci. Merci à vous, au revoir.